The rap science. Yo, yo, yo. The rap science. One, two, one, two. One, two, one, two. Son of Yvonne. Là, on commence, on a déjà la chair de poule. Hein. Ah, Young Deval. Voilà, on coupe déjà dans le vif parce que je vais te laisser démarrer, mais on coupe déjà dans le vif. Là. Tu me demanderas pourquoi après. Non, faisons-le maintenant. Pourquoi ? On coupe déjà dans le vif parce que voilà, ça c'est un sample que Daniel a été chopé. Daniel Doumilé. On va en parler beaucoup durant cet épisode. Mais il allait chercher dans les intros de BET, en fait. À fond. C'est un Les générique. émissions de jazz. Voilà, c'est un générique d'une émission de BET qui s'appelle Impressions et il a été chercher là-bas cette boucle pour en faire un morceau après qui a été mis en avant surtout par Master Ace. Il l'a sublimé. Un mixtape sur le mixtape qui s'appelle Son of Yvonne. Et de tous les samples qu'il a pris, pourquoi tu as choisi ça ? Parce que c'était celui qui est le plus représentatif du personnage pour moi, ouais. Okay. Mais il y en a d'autres qui sont très représentatifs. Je sais pas, je vais peut-être pas faire de ranking, mais c'est assez représentatif du personnage. C'est d'aller chercher quelque chose dans des génériques, alternativement que dans de la musique qui est déjà enregistrée sur disque. Et donc ça, il l'a fait déjà très très tôt. Les beatmakers d'aujourd'hui comme Knowledge ou d'autres le font aujourd'hui. Où ils l'ont fait depuis 5 ans, mais lui, ça fait un moment. Donc c'est le côté pionnier un peu de Doom qu'on voit ici. Ok, voilà. On l'a dit, on a cité, on parle de Doom, de MF Doom, de Daniel Doumilé, qui est... Ben voilà, on vient d'apprendre, c'était la dernière nouvelle de 2020, le 31 décembre. On a appris la mort de ce brillant artiste. Et... même ça, c'est spécial parce que en fait, il est décédé le 31 octobre, enfin fin octobre en tout cas. On ne sait pas de quoi, bien sûr. Il part avec son mystère. Et voilà, nous avons décidé de monter une émission, un épisode en hommage à lui et un concept qui s'appelle Rap Science. Rap Science. On va décortiquer, analyser, comprendre cet art de la façon la plus sincère possible avec des clés de compréhension pour faire évoluer la pensée, et c'est ça le but. Donc je suis avec Nick à ma gauche, Omar à ma droite. Je vais pas aller plus loin parce que ce qui est important c'est de parler de MF Doom. Donc, moi, c'est Thibaut, DJ Never Die. Rentrons tout de suite dans le sujet parce que la première question qui vient, c'est qui est MF Doom ? Ben, Nick, quelle est ta vision de cet artiste et qui est-il pour toi ? MF Doom, un homme mystère, un mad scientist, un de ces rap weirdos qui ont bercé quand même pendant les années 90, les années 2000, de ses prods, de son style musical, quelque chose que j'ai écouté, quelque chose que j'y allais, je m'en écartais. Ce genre d'artiste, comme d'autres, que je peux écouter à petite dose, parce que c'est très conceptuel, c'est très abstrait. Les productions de Doom, c'était où ça passait pas. Des fois, c'était très low-fi et pas très composé. J'avais de la peine. D'autres fois, j'avais l'impression que la combinaison lyrics, beat, le génie était là et j'étais complètement envoûté. Il y a d'autres gars comme ça, où je te dirais, je ne peux pas écouter l'album en entier,
Mais tout au long de leur carrière, quand je vois le disque, j'ai envie de l'avoir. Il y a des sons qui me rendent fou, d'autres sur lesquels je fais l'impasse. Mais dans l'ensemble, un génie, mais un mec qui reste très mystérieux, qui avait une aura de fou, créer un personnage, quelque chose d'assez mystique dans le rap. Ok. Et toi, Omar? Ouais, pour moi, MF Doom, c'est tout d'abord Doom. C'est-à-dire, en fait, j'ai appris à travers Curious, qui est un de ses meilleurs amis, qui est un MC du Get Yours Posse, avec lequel Doom traînait au début de sa carrière. Donc Get Yours Posse, Third Base, c'est à travers cette porte que Doom est arrivé dans le milieu. C'est qu'en fait, tous ses proches, déjà à l'époque de KMD, l'appelaient Doom. Ça vient de son nom. Ça vient de son nom qui est Doom Ilay. Et donc, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on croit qu'en fait, le Doom original, c'est Zevlov X, qui était son alias dans KMD. Mais en fait, Zevlov X, il l'explique plus tard, n'est qu'un autre personnage. N'est qu'une autre représentation, illustration ou un persona de qui rappe. Donc oui, effectivement, quelqu'un avec des facettes multiples, mais surtout pour moi, en fait, qui ai eu ma fleur de l'âge au niveau de la découverte de la musique au moment où le premier KMD est sorti. Moi, étant musulman d'origine et étant arrivé en Suisse en tant qu'immigré et ayant découvert le rap et m'étant identifié à cette musique de la manière avec laquelle je me suis identifié. Si tu veux, à l'époque, il y avait deux tendances. Il y avait la tendance plus hardcore entre 89 et 92 et il y avait la tendance plus, je dirais, il y avait les Field Brothers, c'est-à-dire les mecs qui sortaient dans la rue, qui vivaient la rue, et puis tu avais ceux qui étaient plus des étudiants de la musique que les parents écoutaient. Et Doom, à la base, était ça avec son frère. Il formait vraiment une symbiose avec Sub Rock, qui était 2 ans plus jeune que lui, d'étudiants. C'est marrant parce que tu vois, le mot taliban a été transformé péjorativement avec la mais Talib, c'est un étudiant en fait. Et donc c'est vraiment des étudiants de la spiritualité, de la musique. Et moi à l'époque, mon père, qui était un patriarche très sévère, m'empêchait de sortir. Donc moi j'étais un mec de la maison et j'étudiais beaucoup la musique. Et je me suis vachement identifié à ces gars, comme je me suis identifié à Tribe Called Quest. Mais je dirais que KMD, en fait, quand je les ai vus comme ça en robe musulmane avec le petit, tu sais, le petit bonnet qui colle sur la tête, ça m'a tout de suite fait faire une identification. Et après, je me suis accroché à ce premier album de Mr. Hood. De la même manière, je me suis accroché à 3 Feet High and Rising de De La Soul, People's Instinctive Travels de Tribe Called Quest. Et j'ai voulu suivre ces groupes. Et les 2 autres ont décollé, Brand Nubian aussi. Et celui-là, malheureusement, il a eu un coup d'arrêt. Et j'ai pas réussi à comprendre le coup d'arrêt à l'époque parce que j'étais peut-être pas assez dans cet état d'esprit-là de vouloir faire la recherche. C'est un peu a posteriori. Ok, donc on garde le fil, c'est très bien. Donc l'objectif, juste pour rappeler de ce podcast, c'est donc d'essayer de comprendre le personnage, sa carrière artistique et de la décoder pour un public francophone qui n'a pas forcément toutes les clés et de la culture américaine. Absolument. Nick, est-ce que c'est très intéressant parce que là, on parle du fait qu'ils ont pas, KMD n'a pas pu prendre, donc le premier groupe de Doom n'a pas pu avoir une véritable carrière comme l'a eu Tribe Called Quest ou d'autres groupes. Est-ce que tu sais pourquoi? Bien sûr. Peux-tu nous donner des clés là-dessus? Il s'avère que pendant le processus d'enregistrement vers la finalisation du 2e album, Black Bastard, le frère de Doom se tue dans un accident de la circulation, je crois. Il se fait renverser sur l'expressway dans le Queens ou je ne sais plus où. Et ça a vraiment mis un terme à la carrière du groupe. Je pense que suite à ça, le label MF Grimm, qui était leur manager à l'époque, ils ont insisté pour que l'album sorte quand même. C'était un peu en hommage
à Sub Rock qui venait de les quitter. Mais ils avaient terminé l'album? On était dans la finalisation. Non, 9%, ouais. Je crois que Doom a posé une voix après la mort de Sub Rock, mais l'album était finalisé à 9%, tout était programmé en termes de release. Et il y a eu un problème politique à l'époque. Voilà, donc juste, il y a eu un premier album qui est sorti. Donc il y a eu un contrat chez Elektra pour 2 albums. Il y a eu un contrat pour le premier album. Ils l'ont eu grâce à MC Serch de Third Base. Okay. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est MC Serch qui les a mis dans le bain. Sur Gasface, sauf erreur. J'ai envie de dire tellement de trucs parce que, tu vois, tout ce qu'on dit sur l'histoire de Doom explique le personnage et décode le personnage. C'est-à-dire que... allons-y, on a le temps. Si tu connais la mythologie du Dr. Doom original, c'est quelqu'un qui a vécu un Doom moment. C'est-à-dire que je crois que... peut-être toi, tu connais les Marvel Comics un peu mieux que moi. Du tout. C'est pour ça que c'est un univers. Et Doom, ça a toujours été quelque chose qui était un univers abstrait dans la musique pour moi, parce qu'il faisait beaucoup référence à ce monde-là. Voilà. Et Marvel, comics et tout ça, c'est quelque chose auquel je ne m'intéressais pas du tout. Okay, même la science-fiction en matière de cinéma et tout ça, quelque chose qui me parlait peu. Donc j'avais vraiment affaire à quelqu'un qui distillait à la fois des lyrics, des informations, des concepts qui ne m'étaient pas familiers. En fait, le père du Marvel Comics Doom a été chassé par le baron de la cité dans laquelle il était, alors qu'il était un médecin, un scientifique, parce qu'il lui a reproché la mort d'un de ses proches. Okay. Et donc, c'est des outcasts, en fait, le père de Doom et Doom lui-même. Et donc, ça, c'est un Doom moment. Et je pense que Doom a vraiment voulu s'affirmer en tant que MF Doom à travers cette référence des Marvel Comics. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours important de raconter l'histoire, la chronologie de l'évolution de l'artiste pour comprendre qui il est devenu, pourquoi il est devenu autant divers au niveau de son image, quoi. Mais quand tu parles de Doom Moment, moi là j'en vois 2. Je vois la perte tragique de son frère, mais aussi le refus d'Elektra de sortir l'album. Tu pensais auquel? C'est ça, effectivement, les 2 gros Doom Moments pour Daniel, pour MF Doom. C'est clairement la perte de Sub Rock, parce que j'ai lu un article sur le processus qui a mené au 2e album. Donc le premier album, ils étaient hyper musulmans, hyper à la maison, hyper sages, hyper naïfs, au point où Dante Ross, qui est leur A&R, c'est-à-dire celui qui a repéré ses talents depuis MC Serch et Pete Nice, et qui leur a fait signer le disque, lui, il n'a pas trop aimé le premier album. Il le trouvait trop poli, trop bien ficelé, pas assez granuleux, pas assez dirty, tu vois. Alors que Brand Nubian, même s'ils étaient des jeunes gamins à l'époque, ils avaient ce grain. Pour lui, Dante Ross, Mr. Hood n'avait pas ce grain. Mais apparemment, la manière dont ils ont fait le 2e album, et ça aussi, ça peut comprendre à permettre quand Doom est devenu solo après, malgré... à cause du destin, pourquoi le son est devenu comme ça aussi. Parce qu'apparemment, Sub Rock, c'était celui qui était le plus technique. Donc son frère et lui travaillaient vraiment en symbiose. Son frère passait toutes ses nuits à éplucher les émissions de télé, à regarder tous les films. Il enregistrait pendant 8 heures des extraits, les meilleurs extraits des films qu'il regardait. Puis après, il venait vers son frère, puis il disait « Regarde, on pourrait mettre ça comme interlude, ça sur ce beat-là, ça sur ce beat-là ». Et c'est lui, en fait, qui polissait le produit au niveau technique, au niveau production. Doom, lui, il avait les idées, comme je disais tout à l'heure, il entendait une intro de BET, il disait « Putain, ça, c'est un super sample, je vais le prendre, on va le mettre ». Et apparemment, ils ont vraiment travaillé comme des frères siamois là-dessus, même s'ils étaient 2 ans l'un plus jeune que l'autre. Ils ont vraiment travaillé comme des frères siamois sur ce projet. Et ça, c'était le premier Doom Moment, clairement, la perte de Sub Rock. Ça va affecter directement la composition, la sonorité des productions. Mais aussi le fait que, tu vois, tu as fini ton album, tu as ce premier Doom Moment, et droit derrière, tu as Elektra qui est dans une position délicate à cause de Ice-T et le Cop Killer album. Et cette tendance anti-rap, cette tendance de censure anti-rap à l'époque dans les maisons de disques,
Et je dirais même dans les radios, parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, à un moment donné, il y avait vraiment des radios qui mettaient le label No rap will be played. Donc, pas de rap sur nos On est en ondes. quelle année là sur le deuxième album? 92? On est en 92-93. Et donc là, si tu veux, ce refus d'Electra était le deuxième Doom Moment. C'est vraiment le rejet, quoi. Juste après la mort de ton frère, avec lequel tu as fait l'album, tout était déjà prêt, les releases étaient déjà prêts. Donc c'est pas Electra, et c'est vraiment débiné au dernier moment. Donc l'album était pressé alors. Il y avait les cartons avec les disques, avec. Non, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que le programme de communication et de release, en tout cas pour le single, était déjà là. D'accord, mais What a nigga un do. des éléments, c'est l'album en soi, le propos, ou c'est aussi la cover qui a posé problème? Il y a l'artwork, clairement. C'est Le fait l'artwork, quoi. d'utiliser Sambo comme Ouais. logo pour, Sambo pendu en plus. en plus. Sambo sur, lynché, ouais. Black Bastard, c'était quand même assez visuellement révolutionnaire et osé. Ouais. Et eux, ils ont essayé de justifier ça en disant mais on a utilisé Little Sambo dans le premier album aussi. Donc le signe du Little Sambo, c'était, tu voyais ce personnage dessiné qui était un personnage péjoratif pour représenter la couleur noire, un personnage noir de l'époque, Parce qu'il mais y a d'une dans- manière dans le- hyper caricaturale. Et puis il y a un signe interdit comme dans Ghostbusters à travers. Et ça, les gens d'Electra l'ont interprété comme étant, voilà, les Blancs continuent à détester les Noirs. Mais ce que Doom explique par la suite, c'est qu'en fait, eux, c'était la négation d'une négation. En fait, ils voulaient tuer ce personnage, parce qu'ils voulaient justement aller outre ces stéréotypes-là. Mais le fait d'avoir Little Sambo lynched, ou en train d'être lynché ou pendu sur la couverture, combiné avec le fait qu'il y avait pas mal de problèmes autour du rap à ce moment-là, et cette histoire avec Ice-T et Cop Killer, ont fait que ça a été rejeté. Du coup, entre 93 et 97, il se passe quoi alors? Je dirais qu'avant d'aller là, il faut citer juste un fait très important, c'est que Dante Ross, qui a adoré le deuxième album par rapport au premier album, donc Dante Ross ayant été leur A&R, il a tout fait pour négocier une super sortie pour Daniel, pour Doom. Donc, il était très attaché au personnage, il était très attaché au deuxième album, il était furax. Le boss de Dante Ross était aussi pour que ça sorte, mais il n'a rien pu faire contre les politiques internes chez Electra. Et il a réussi à lui obtenir ses masters. Donc, Doom est parti avec les masters de Black Bastards, les artworks, tout, plus une petite somme d'argent pour le compenser. Et donc, je pense que tout en décrivant une situation assez tragique de cette première partie de la carrière de Doom, donc des Doom Moments, il y a quand même eu un petit coup de pouce, il faut aussi dire les choses dans leur état complet. Il y a eu un petit coup de pouce de la part de Dante Ross qui a réussi à lui obtenir ses masters, et ça c'est très important parce que ça va déterminer la réponse à ta question après. À ma question qui est, il s'est passé quoi entre 93 et 97? Est-ce que réellement il y a eu une version bootleg de Black Bastard qui a inondé les rues de New York ou pas à cette Ouais. époque? Alors bon, ce qui s'est passé en 93 et 97, de ce que je sais, de ce qu'on m'a renseigné, j'ai parlé à Bobito juste après le décès, bon évidemment avec beaucoup de délicatesse, parce que je voulais pas le surcharger. Qui est Bobito? Bobito Garcia, qui est donc un des pionniers de la radio new-yorkaise, qu'on a invité d'ailleurs ici à Genève dans le cadre de notre festival. Et Bobito qui... Il y avait une donc émission de il va avoir concours, un rôle très important ensuite dans la carrière de Doom. Bobito a dit qu'il y a eu une première phase où, et Dante aussi il a expliqué ça, où Doom est vraiment parti en retraite. C'est-à-dire, sa carrière s'est arrêtée, quoi. Je veux dire, il a un peu lâché les rênes. Il est parti complètement... Ah bon, il y a certaines personnes qui vont dire qu'il y a eu une dépression et tout, on va pas... mais en tout cas, il a été très affecté par la mort de son frère, et il y a eu 2 à 3 années... Il était presque homeless. Où il était en retraite, il était en dépression peut-être, on a entendu aussi qu'il était possiblement homeless. Donc ouais, il y a eu cette partie-là. Puis après, il y a eu une deuxième partie où il a recommencé à faire des beats, à rapper,
sur des beats. Et puis là, il faisait écouter plein de trucs à Curious et il a essayé d'utiliser aussi son réseau, c'est-à-dire Pete Nice de Third Base et Dante Ross pour l'aider à signer ailleurs. À cause du rejet d'Electra et puis de la figure controversée que c'était, c'était un rappeur fini pour tout le monde. Donc personne ne l'a chopé. Et à un moment donné, Curious, qui est son compagnon de rime, lui a dit « Mais mec, pourquoi tu vas pas faire écouter ça à Bobito ?» Tu vois, ils ont leur super émission de radio. Et puis, cette émission de radio, justement, elle met en scène, avant que leur carrière sorte, des mecs comme Jay-Z, comme Biggie. À fond. Ils sont passés par là-bas. Donc, fais écouter ça à Bobito. J'ai entendu qu'il était en train de monter un label. Et peut-être que, ça va le crocher. Et c'est ce qui s'est passé. Il lui a fait écouter des trucs. Et Bobito, qui lui, effectivement, était en train de monter un truc complètement indépendant. Fondolem. Un label qui s'appelle Fondolem. Et ça lui a plu. Et puis, ils ont décidé de lancer un single. En fait, il y a eu un premier EP qui est sorti sous Fondolem. Et puis après ce premier EP... sous quel nom? Dead Band. Dead Band, ouais. Puis Hey, je crois, il y avait dessus, non? Hey et Dead Band. Ouais. Ça, c'est quoi, les titres? Mais exact. Quel est le nom de l'artiste? MF Doom. MF Doom. Voilà, c'est le premier projet sous MF Doom. C'est le premier projet sous MF Doom. Oui. Apparemment, c'est Grimm qui lui a suggéré, parce que Grimm est aussi un MF. Oui. Grimm qui, en fait, on a oublié de le mentionner, à l'époque où son frère se fait tuer lors d'un accident, coïncide au moment où Grimm se fait allumer aussi et prend, je crois, 5 ou 6 bastos dans le caisson et finit paralysé. Donc met aussi un petit peu en retrait sa carrière en tant que manager, que musicien dans la musique. Mais je pense qu'ils ont continué à se côtoyer et c'est quelques années plus tard, au moment de ramener justement cette démo chez Bobito et d'attaquer le single de Dead Band, que MF Grimm sort de sa poche $10,000 pour acheter du matos. Et j'ai lu récemment que MF Doom dit qu'au moment où il s'agit de se remettre à faire de la musique, il n'a qu'une vieille MPC 60 sous la main qui ne marche pas très bien. Et Grimm dit, moi j'avance le cash, on va acheter une MPC 3000, on va mettre du matos, on va commencer à produire. Et très vite, ce single en white label chez Fondolem, complètement indépendant, va générer un projet qui va devenir Doomsday. Et Dead Band se retrouve sur la phase 3 de l'album, justement. Et c'est MF Grimm qui a financé ça. Il était déjà le manager de KMD à l'époque. Donc il est aussi d'une part l'instigateur de la résurgence parce qu'il lui a redonné un coup de pouce et il faisait partie comme Curious et ces gars qui lui ont dit lâche pas l'affaire, t'as du talent, remets-toi sur pied, il faut avancer, il faut faire de la musique. Mais c'est là qu'intervient le masque. Vas-y. Très bonne question, parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que MF, à cette époque, ne voulait pas forcément dire Metal Face, parce que la première phase masquée de Doom, il mettait un sorte de collant sur la gueule, et donc il n'y avait pas encore ce concept de Metal Face. Et ensuite, en fait, MF voulait dire Mad Flow, avant de vouloir dire Metal Face. Mais donc, de toute façon, dans l'imaginaire de tout ce que tu entends de la part de Curious, de la part de Grimm, de la part de Bobito, dans l'imaginaire de Doom, il a toujours été dans cette création très cinématographique, très romanesque de personnages. Donc, il voyait sa vie comme un film, en fait. Et chacun des personnages qu'il créait, par exemple, avait une histoire. Par exemple, Zevlov X, son premier pseudo, si tu le lis à l'envers, c'est X Evolves. Et X est le nom que tous les blacks du Nation of Islam ont pris en rejetant leur nom baptisé, en fait, leur nom chrétien. Et ça, c'était un personnage pour lui. Et en fait, il s'identifiait vachement par rapport à tous ces personnages de Marvel Comics. Et pour lui, c'est tout about the storytelling, c'est tout about the content. C'est pas l'image qui est importante. Ce qu'il dit dans plusieurs interviews, c'est qu'il s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y a eu une bifurcation au niveau du rap, alors que le rap était très organique à un moment donné. Avec l'arrivée de Puff Daddy et tout ça, le rap est devenu beaucoup plus autour de l'image. Et le fait de mettre un masque, en fait, ça fait tomber à la fois dans l'anonymat,
Et ça te permet de te focaliser dans la musique et en même temps de répondre à ce désir qu'il a, qui est un désir imaginaire, qui est un désir d'imagerie, qui est un désir de mythe, qui est cette célébration du Marvel Comics. Et donc, je pense que ça s'est fait organiquement pour lui. Lui, il a vraiment décidé, par rapport à cette bifurcation, il a vraiment décidé la voie, moi je veux l'organique. Moi je veux le rap où on se focalise beaucoup plus sur le son, sur l'audio, sur le rap, sur le flow, sur les histoires, plutôt que sur le bling-bling, si je voulais vraiment stéréotyper un petit peu. C'est ça qui fait aussi, dans le contexte de l'objectif de l'épisode, c'est-à-dire décoder MF Doom, c'est ce qui fait aussi peut-être l'attachement tout particulier que certains fans du rap ont pour ce gars-là. Il y a ce côté mystère, mais il y a aussi ce côté qui est « let's stick to what hip-hop is really about », c'est-à-dire vraiment le son. Et d'avoir choisi vraiment ce camp-là. Pas sûr que si tu sois pas complètement bilingue, pour les gens qui sont ici, qui ont écouté ça en tant que francophones, ils ont pu interpréter ça de cette manière. Il y a plus l'aspect création d'une mythologie, d'un savant fou, et l'aspect visuel de ce qu'il a pu mettre en avant en arrivant comme ça. Mais je suis pas sûr qu'au début, à son retour avec Bobbito et le premier disque d'Endbent, on est en pleine genèse de la création de MF Doom. Ouais. Mais comme il disait, premier concert, masque sur la tête, pas masque, bandeau, face cachée, il est en train de chercher, il est en train de créer le personnage. Et je sais qu'à cette époque, il évolue avec un graffeur new-yorkais, je crois, qui s'appelle Scotch. Et qui, lui... Kyo. Hein? Kyo, aussi connu sous Scotch, ouais. Ok. Et qui, lui, arrive un jour avec le concept du Metal Face, le masque, fait en fer forgé, taillé dans une armure médiévale, où quand les mecs lui ont demandé « Mais tu as trouvé ça où ?» Il a dit « C'est Manhattan, tu trouves tout ce que tu veux ici. » Et c'est à partir de ce moment-là que je pense aussi, lui, avec ses influences, peut-être en montrant à justement cet artiste, les Marvel et Dr. Doom, Victor Vaughn en comique à la télé, il a dit voilà, fais-moi un truc qui ressemble à ça, j'ai trouvé mon concept, on va partir là-dessus. Et tout ça s'est fait organiquement, comme dit Omar. Et la naissance du personnage, elle s'est faite à ce moment-là, au moment où l'artiste, le mec, lui a ramené ce truc taillé dans la forge et lui a filé le masque. Ça, c'est la naissance publique de ce personnage, alors du coup, parce que lui, comme tu dis, c'est quelque chose qui lui trotte dans la tête et qui mûrit. On ne sait pas, un gars de ce calibre, quand il passe 3-4 ans à réfléchir sur ce qu'il va faire, à mon avis, c'est là où il doit trouver... Seul lui peut en parler. Et en plus, pour résumer, il était libre de tout contrat. Il avait une vision... il s'est rendu... En fait, il s'est presque fait... sa liberté, il se l'est presque prise dans la tronche. Parce que, quelque part, lui, il voulait, comme tu disais, reprendre des contacts pour pouvoir peut-être refaire un deal pour pouvoir travailler avec l'industrie de la musique. Il s'est pris une porte fermée. Donc, au final, c'est presque la meilleure chose qui... si c'est bien ou pas, on verra avec la suite de sa carrière. Mais il a pu arriver à un moment donné de sa vie où il était libre de faire complètement tout ce qu'il voulait. Tu le sais, toi, s'il a fait la démarche pour justement, tu dis il a pris des portes dans la gueule et tout ça, est-ce que ça a été le cas ou plutôt on est venu le chercher en lui disant t'as du potentiel, vas-y, et il est parti sur Fondolem direct. Je suis pas sûr qu'il ait chopé avant ça pour essayer de trouver, pour repartir dans la musique spontanément, que ça venait de lui comme ça. Non, comme je disais tout à l'heure en répondant à la question de Thibaut, qu'est-ce qui s'est passé en 93 et 97 ? Il y a eu deux phases. Il y a eu une phase où il a déprimé, où il est parti en retraite, disons, du monde de la musique. Et puis après, une deuxième où il a essayé de se relancer. Dans ce processus d'essayer de se relancer, ils ont quand même apparemment été démarchés chopés. À droite à gauche. Okay. Ouais, ils ont quand même été chopés et faire du shopping, donc en termes de contrat, et ça n'a pas marché. Donc il sait essuyer des claques. Et c'est là où j'ai dit tout à l'heure, il y a Curious qui l'a dit, mais attends, il y a Bobbito qui est en train de lancer son label, va lui faire écouter ce que tu fais, et c'est là que ça a cliqué. Mais pour rebondir sur ce que tu disais avant Thibaut, on sait très bien que quand un artiste a sa complète liberté, surtout dans les conditions dans lesquelles il les a eues, même s'il a eu une petite belle somme d'argent, plus ses masters, il a vachement galéré, quoi. Je pense qu'il y a eu une période de galère. Si on devait décrire une période de galère dans la carrière de Doom, c'est vraiment 93 et 97.
Ça l'a physiquement changé. Le retour de Doom était plus le même que celui qui, toi, par exemple, t'avais connu avec les derniers morceaux, les derniers clips de KMD. Alors, c'est intéressant parce qu'apparemment, le changement, c'est plus fait encore entre. C'est une continuité. Le changement, c'est vraiment fait entre le premier et le deuxième album de KMD. Parce que, alors qu'ils étaient, comme je disais tout à l'heure, et c'est ce qui m'a identifié à eux, très religieux, très spirituels, très sévères par rapport à leur lifestyle. Ils avaient juste, à cette période-là, ils avaient entre 18 et 20 ans. Ouais. Ok. Et ensuite, entre le premier et le deuxième album, pareil qu'ils ont commencé à boire, ils ont commencé à prendre des hallucinogènes, ils ont commencé à fumer, ils ont commencé à hang out. Et là, c'est là qu'est né en fait vraiment le vrai Doom avec le vrai Sub Rock. Sub Rock qui était très très silencieux, parlait pas beaucoup, commençait à rapper, commençait à faire des prods beaucoup plus affirmés. Donc il y a eu vraiment eu un changement là, et puis ça a été interrompu par la mort du frère. Donc en fait, le personnage de Doom, pour moi, il commence vraiment avant Black Bastards et il continue son évolution après la mort de son frère dans la retraite, hors de l'industrie musicale, dans les portes qu'il s'est prises dans la gueule après pour choper ses nouveaux sons et ces rencontres qu'il a fait avec Scotch, comme tu disais, et puis d'autres qui l'ont inspiré par rapport au personnage qu'il voulait créer. Mais surtout cet attachement à l'audio et pas à l'image, même si l'image est très importante dans le mythe de Doom. En fait, je sais pas si c'est malgré lui, peut-être qu'il est un peu trop... soit il est fourbe, soit il est pas conscient de l'incroyable brand power qu'il a eu avec cette histoire. Parce que je veux dire, le fait de mettre un masque qui pour lui il disait ouais, c'est pour créer l'anonymat, je pourrais le mettre sur n'importe qui et n'importe qui pourrait être Doom. Ouais. Finalement, le branding, il est génial. Et c'est ça aussi dans l'objectif de cet épisode. Décoder au public qui connaît moins Doom pourquoi dans votre fil d'Instagram ou de Facebook, vous avez vu apparaître une quantité innombrable de trucs sur lui. C'est que ce côté mystérieux, ce côté masqué, ce côté fantastique, c'est ce qui a vraiment accroché les gens. En plus que pour vraiment les puristes du rap, c'est le gars qui porte le drapeau de ouais, le mec, he stuck to the origins of rap, the organic origins of rap. C'est un paradoxe quand même d'avoir voulu casser cette image pour devenir anonyme et qu'on ne le reconnaisse pas. Et c'est un peu l'image justement qu'il a créée pour devenir anonyme qui est devenue publique et qui a explosé. Parce que Fondolem, Bobito le dit, jusqu'à maintenant on n'avait sorti que des disques qui étaient en white label, il n'y avait jamais eu de promo. Operation Doomsday, c'est le premier disque où il y a un artwork chez Fondolem. Ouais. Et apparemment, Bobito n'était pas si convaincu que ça. Bobito répétait hier, j'écoutais l'émission qu'ils ont fait avec Pete Rosenberg et puis Juan Epstein. Comment il s'appelle? Cypher. Il s'appelle Juan Epstein, c'est le podcast qui s'appelle Juan Epstein. Et Bobito disait, tout ce que je voulais faire, c'est sortir des Dope Records. Et ce qui était jamais vu, donc toi tu t'intéresses beaucoup au contrat, Thibaut, ce qui était du jamais vu avec Bobito et Fondolem, c'est qu'il donnait 50% à l'artiste, comme ça. Lui, il s'en foutait, tu vois. Il voulait rentrer dans ses frais. Tout ce qu'il voulait faire, c'est faire des Dope Records. Et il filait 50% à l'artiste. Et tout le monde disait, mais t'es complètement taré. Et ça, tu vois, c'est vraiment, ça colle de nouveau à l'image et l'histoire de Doom. C'est qu'il s'est trouvé le gars idéal pour le relancer quelque part. Et donc après, ouais, effectivement, Operation Doomsday, ils ont décidé de faire un release un peu plus léché. Mais je pense de nouveau, c'était même pas calculé. C'était sur du kiff, tu vois, genre il a rencontré Scotch, il y a une histoire, on l'a publié sur Audiomatic il y a 2 jours, apparemment ce qu'ils ont fait, c'est qu'il a fait un screenshot de la télé, cassette, ouais. Il a mis du tape autour, Scotch a dessiné autour, et puis voilà, le truc il est sorti, tu vois, c'était du pur kiff sur le moment, donc de nouveau très organique. Et il me semble que ce que j'avais entendu, c'est qu'il n'avait pas de contrat pour plusieurs albums, donc il était complètement libre de travailler avec les labels et avec qui il voulait. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé justement par la suite de sa carrière après déjà, comment a été pris Doomsday sur le moment? Quel a été l'impact de cet album et qu'est-ce qui en a découlé? L'impact, voilà un ovni qui débarque, un album que je pense les DJ ont eu accès en diguant dans les magasins.
le commun des mortels ici a jamais trouvé. À l'époque, on achetait nos CD à disque comment ça s'appelait à la gare? City Disc. Ce genre de magasin, ça n'a pas dû arriver jusque-là. Les mecs qui allaient à New York peut-être avaient mis la main sur ce genre de projet, mais c'était assez pointu et c'était pas pressé et distribué un nombre d'exemplaires important. Donc c'est passé comme un album important dans l'underground, mais niveau grand public, c'est pas quelque chose qui a fait découvrir aux gens MF Doom, clairement. Ouais, c'est-à-dire, je crois que ça a été pressé sur 3000. Ils ont vendu tous les presses. Mais c'était pour les puristes, quoi. C'était vraiment Fat Beats. À l'époque de Fat Beats, tu vois, c'était les DJ. D'ailleurs, là, je vais vous faire écouter. C'est très cool cet extrait parce que c'est pas l'émission de Stretch and Bob qui était sur la radio universitaire de Columbia, WKCR. Mais c'est un des personnages qui était dans l'émission de Stretch and Bob, Lord Sear, qui a eu son émission après. Là, il y a Doom qui vient parler juste avant la sortie d'Operation Doomsday de l'album. Et bon, il y a un freestyle qui se fait. Et juste après, bon, ça dure un petit moment. Donc, on va juste avoir la patience d'écouter ça. Mais ce qui est génial de voir là, par rapport de nouveau à ta question tout à l'heure, Thibaut, c'est l'enthousiasme de Doom. Tu vois, donc, on a cette image de Doom après KMD, qui n'est pas une image très joyeuse, qui est plutôt une image mystérieuse, sévère. Mais en fait, le vrai Daniel Doom, c'est un type qui a toujours aimé faire de l'humour, qui est vraiment dans l'humour. On en parlera tout à l'heure avec nos guests qu'on va appeler, mais vous allez l'entendre là. Tu sens le gars qui galère, qui s'est pris les claques dans la porte, qui sent qu'il y a quand même quelque chose qu'il peut faire. Voilà, je laisse l'audio parler. A lot of cuts. It's like 19 juicy flavors. Woo! Yeah, we're gonna rock a little couple of exclusives tonight. Treats like your man call it. You know what I'm saying? You know how we do. Regular. Holding it down regular, you know what I mean? What? Interstellar cellular. I used to hustle times for 2 crimes. Now I bust through rhymes for new lines, put down the 2 nines. Since I knew I would get mines in due time. Paid so many dues, I feel I paved the way for self. That would make my band smoke about an 8 a day for Delph. Torture. Smoking hash, now your ass is in the smash. Torture. Police harass, first her blast, then a dash. Born in Brooklyn, raised in Laurelton, Queens, but boom bass. Long Beach, slinging things, keeping cash in the stash. It gets splash, splash. Street money fast, that, scratch that. No one relax, you get fast stacks, so fat tracks about. Time I made it, even though my rhymes are crime related. My rhymes to flay shit, at times to stay, at times to play with. Selling a crack sheet, always having the back of gas seat. Backseat of the taxi, taxing the taxi to the tracks, relax me. The hard bass that they producing got me sipping at the bar place, thinking I'd be Scarface if I was Cuban. Knew when I was sticking and moving. Should be fucking with niggas on some MF Doom movement. Lost the island. Some MFers don't like how Sally walk. I tell y'all fools is hella cool, how ladies from Cali talk. Never let it interfere with the Yeti ghetto slang. Nicknames off nibble and tip the nipple metal fang. Known amongst hoes for the bang bang. Known amongst foes for flow without no talking orangutans. Only gin and tang guzzle out a rusty tin can. And me and this mic like yin and yang. Clang, crime don't pay. Listen, youth, it's like me holding up the line at the kissing booth. I took her back to the truck where she was uncouth, spitting all out the sunroof through her missing tooth. But then she has a sexy voice, sound like Daddy Joyce. So I turned it up faster than a speeding knife. Strong enough to please a wife. Able to drop today's math in the 48 keys of life. Cut the crap, far as rap. Touch the mic and get the same shit a Arab will do to you for stealing. What the devil? He's on another level. It's a word, no a name. MF, the super villain. Thanks for having us up there, brothers. Thanks for having us. You know what I mean? Nah. Thank you. Cut through here, man. You know, it's all good, man. My brother. See the moments, all the moments, people out there. Well, you gotta play a little. Hey, yo, look, watch out for Operation Doomsday. Last week, August. You know what I mean? Last week, August. If it ain't dead in the first week, September. Cop that. You'll definitely get your money's worth. Word up. Buck. You know what I'm saying? About to hear a little exclusives. You know what I mean? From the It album. You know. But, yo, MF Doom. Mega Long. You call me Doom, man. You know how we do. You know what I'm saying? Yo, man. We all addressing me all proper. Man, my man.
My man Big Face. You know, we style. Megalon, did your thing. You know what I mean? You know what I'm saying? My man got the 88 bars. It keep going. That's real. You know what I'm saying? Doom chilling. Doom, what you drink? You got Coke 45, man? Man. You see the label, man. You know what Germans do best commercial? What Germans do best, y'all know. Word out, you know what I'm saying? Clink, clink. That's real, man. You know what I'm saying? Gonna get back into yo. You gonna hang out? You gonna hang out for a while? Got some joy? Yeah, chill. I got a couple of more treats for y'all. All You know right, what I'm all saying? right. If I have your permission, sir. I mean, I don't know. A couple more joints, you know what I mean? I don't It is know. yo night. Nah, man. Man, come on, man. Shining star you is, brother. Nah, man. Only shining Donc star. voilà, ouais, là tu vois, tu entends l'enthousiasme du gars, tu vois que nous, peut-être de l'extérieur, avec la distance, on voyait le personnage MF Doom comme étant un personnage très sérieux, très mystérieux, très austère. Mais en fait, là, tu sens l'enthousiasme du gars, tu vois, genre, il demande carrément la permission au host de la radio s'il peut lui passer d'autres exclus de l'album. Et l'autre, il lui fait « Ah, je sais pas », puis il fait « Allez, s'il te plaît », tu vois. Donc, on est vraiment dans un artiste qui a été blessé, heurté, puis qui sent le vent gentiment tourner pour lui. Et je sais pas, je trouve, j'étais très touché par en entendant, en écoutant cet extrait, parce que c'est vraiment le monde de la réalité, le monde de artistry qui se mélange, et de voir l'âme du vrai personnage et l'âme de l'artiste en même temps, c'est quelque chose qui me touche toujours. Ok. Et alors du coup, on a sur la sortie de cet album un ovni, comme tu l'as dit, Nick, et il lui arrive quoi? Lui, il fait quoi? Il tourne, il crée un autre album, il se rend compte qu'il peut bosser avec sur d'autres projets. Comment? Ah, lui, il commence à kiffer, je crois, Nico. Hein. Il Je commence crois vraiment que à tout de kiffer. suite derrière, ils partent sur un nouveau concept qui est Monster Island Caesar, si je ne me trompe pas, Ouais. qui est celui qui arrive après, et qui est aussi de nouveau une création de nouveaux alter ego. Ils sont plusieurs cette fois. Il y a MF Grimm, il y a un autre mec qu'on appelle Megalon, je sais pas qui c'est exactement. Ouais. Lui, il se fait appeler King Ghidorah. On n'est plus dans MF Doom, on est à la création d'un truc multi-tête qui se bat contre Godzilla. Ah, c'est le dragon. Ouais. Mais c'est encore un méchant alors. Ouais. Ok. Ah, c'est là où il dit que... Ah non, parce que je sais qu'un de ses personnages était un méchant, mais qui était plus jeune. Mais je crois que c'est en fait... c'est quand il se fait appeler... Victor Vaughn. Et dans le comic, Victor Vaughn est le créateur, le scientist fou qui crée... Qui devient MF Ouais. Doom. Qui devient. Ouais. Ok. Une sorte de Jekyll et Mr. Hyde. Une sorte ou une diabolisation d'un personnage qui a été un renégat d'une société d'avant, quoi. Et qui se diabolise. Ce monstre à 3 têtes, dragon, lui, c'est... Tu sais un peu d'où il vient, pourquoi avoir choisi? De nouveau, c'est organique, c'est dans l'inspiration romanesque, cinématographique, fantastique, et le plaisir du gars de raconter des histoires, de faire des délires, quoi. Moi, je pense que si je devais répondre à ta question tout à l'heure, ce qui se passe après Operation Doomsday, de ce que j'ai discuté avec Bobito, il a commencé vraiment à kiffer. Tu vois, l'argent rentrait un petit peu, il avait de quoi bouffer, il pouvait faire ses beats comme il voulait, il pouvait faire... le truc, c'est que, tu vois, dans ce milieu underground puriste, le mec faisait un truc tellement unique qu'il a commencé à attirer tout le monde. Tout le monde avait envie de collaborer avec lui, tout le monde avait envie de faire des trucs avec lui, et puis ça a grandi comme ça entre 99 et 2010, où il a vraiment construit son mythe. D'ailleurs, il y a un gars qui a dit hier, citez-moi un autre artiste qui a eu un comeback aussi réussi que MF Doom dans le monde de la musique en général. Une deuxième vie pareille, ça c'est presque du jamais vu. Et en fait, jusqu'à la fin de sa vie, Doom n'a jamais été lui chercher les collabs. C'est toujours les collabs qui sont venus à lui, à cause de la force de... Ouais, il faisait tout par passion, il faisait tout par kiff, il faisait tout par plaisir, et il a continué en fait dans cette liberté organique qu'il avait décidé de choisir au moment, par force, un peu comme tu as dit tout à l'heure, au moment où il s'est pris les claques dans la gueule après la phase galère de sa carrière. Donc, je dirais qu'à partir de 99, ça n'a été qu'en
qu'en croissance pour ce gars. Il a vraiment le mythe, le culte, the man, the legend, comme diraient les Américains, MF Doom, n'a été qu'en croissance après Operation Doomsday. Et cet album-là, dont on parle en collab avec MF Grimm, tout ça, il est sorti chez qui? C'était toujours Babito qui était derrière? Non, je crois que c'était sur un truc de Boston, un truc de Brick, un truc comme ça. Landspeed. Brick. Landspeed. Brick Ouais, Records, distribué Brick par Records, Landspeed. Ouais. Donc c'est là qu'il se rend compte que voilà, il est complètement En roue libre. attaché à personne, et du coup il peut faire tout ce qu'il veut. Direction artistique totalement Total. ouverte. Et je pense beaucoup de Dutch, beaucoup de Old English. Et on a tous vu ce que ça pouvait générer quand on était jeune et qu'on a fait de la musique. Et que quand tu te pètes la tête à fumer et tout ça, tu pars sur des concepts. Ouais. Et je pense qu'à cette époque-là, il n'y avait personne pour leur dire « Vous êtes fous les gars, ça ne se fait pas ». Donc il était entre potes et il tapait des délires. Il faisait des albums comme conceptuels, juste pour s'amuser. Est-ce qu'il c'est toujours dans les drogues ou l'alcool, tout ça? Bah, tu l'as entendu sur l'extrait tout à l'heure quand il parlait du German shit et tout ça, you know how I go, the quality of the German shit. Il parlait d'un label d'alcool, quoi. Donc je pense que, ouais, comme tu dis, Nico, oui, je pense qu'il se bourrait bien la gueule, qu'il fumait bien. Je sais pas au niveau drogue dure, ça je suis pas assez au courant pour ça. Pas besoin d'aller jusque-là, hein, juste les blunts, la bœuf, ça te fait déjà Special ouvrir Herbs d'ailleurs Ouais, est un ouais. projet qui est, je pense que c'était un fanat d'herbes et de bouffe et Mhm. c'est un bon vivant, quoi. Il est vraiment décrit comme un mec avec un esprit brillant et vraiment un bon vivant avec qui il fait bon être avec, quoi. Qu'est-ce que sont les Special Herbs, justement, qu'il a monté? Special Herbs, c'est un projet qui se décline sur plusieurs albums où il a fait des beats, en fait, parce que on parle toujours de Doom, le lyricist, mais en fait, Doom, à la base, c'est un visual artist, déjà, et puis c'est aussi un beatmaker. Qui se C'est faisait vraiment- appeler Metal Fingers. Ouais. Et puis, beaucoup de beats que tu retrouves tout au long de sa carrière dans sa discographie sont éparpillés sur ses différents projets qui s'appelaient Special Herbs. J'avais entendu une autre interview qu'il a fait avec Benji B de BBC, puis qui lui dit « Ouais, tu peux me décrire ton processus de beatmaking ?» Puis il fait « Il n'y a pas de processus, les mecs, je vais arrêter de me parler de processus. » Je dis « Moi, j'écoute de la musique. J'écoute de la musique que je kiffe, puis à un moment, la musique, elle me dit, ou le film que je regarde, il me dit « Loop me, loop me, Ouais. loop me !» Et je le loupe et je rappe par-dessus, et puis c'est tout. Je crois qu'il y a je sais pas qui c'est toi, Nico, avant, ou toi, Thibaut, qui a utilisé le terme lo-fi. Ouais. Ben, lo-fi, ça n'existait pas. Donc, j'en ai parlé brièvement, j'ai effleuré brièvement tout à l'heure, mais je disais que Subrock, c'était celui qui était le plus technique, qui, au niveau de la production, polissait les productions de KMD. Une fois qu'il a disparu, je pense qu'il est resté qui il était, hein, Doom. Ça lui faisait chier de polir sa musique. Et d'ailleurs, quand tu écoutes Operations Doomsday, c'est hyper raw, quoi. Il prend un sample de Kiss of Life de Sade, et puis il le boucle, et puis c'est tout, puis il rappe par-dessus. Donc c'est une approche vraiment freestyle, très basique. Sur beaucoup d'albums, c'est ça. C'est pour ça que je ne peux pas te parler peut-être plus en profondeur de, par exemple, l'album suivant, Monster Island Caesar, parce que sur les 4 faces du disque, j'avais trois titres qui étaient forts, et le reste, c'était plus difficile d'accès. Parce que vraiment, il a toujours aimé faire des prods off-beat, et c'est vrai qu'il n'avait peut-être pas un background musical, clairement pas de solfège et tout ça, il n'était pas dans la finition léchée des productions, comme on avait l'habitude d'entendre à l'époque avec Primo, Showbiz, Buck Wild, ou des Large Pro, des trucs qui étaient bien plus raffinés. On est vraiment dans le raw. Ouais, Et, c'est très cru. Ouais. C'est très, très cru. Le minimum syndical, même des fois. Ouais. Je loupe, un kick, un snare, et puis derrière, on arrive, une story to tell, et puis je tape un délire. Qui encore, si tu n'étais pas anglophone, même si tu comprenais l'anglais, n'était pas facile d'accès, parce que métaphoriquement, et c'était quand même un lyriciste, il allait loin dans les concepts et dans les sujets qu'il abordait. Il n'abordait pas forcément des trucs très terre-à-terre ou de première approche facile à comprendre. Bah ça, j'aimerais justement qu'on puisse développer un peu son écriture et l'évolution de son écriture. Et peut-être si vous avez des skills de MF Doom, n'hésitez pas à les partager et à donner des clés de traduction pour
dans le cadre de cette émission? Moi, la manière, en tant que semi-anglophone, la manière dont j'ai toujours perçu l'écriture de Doom, à l'époque KMD, c'était vraiment du storytelling qui faisait du sens, c'est-à-dire que sur tout le morceau, tu avais une histoire et il racontait l'histoire. Et post-99 avec Il s'est Operations écarté de ça. Doomsday, c'est vraiment... Je sais pas si vous vous rappelez de cette série qui s'appelle Dream On. Non. Bien sûr. Incroyable. C'est un type qui a été éduqué durant les années 60 À la par sa télé. maman à la télé, c'est-à-dire sa maman, vu qu'elle devait repasser et tout ça, elle foutait toujours devant la télé. Et en fait, toute la série se passe 20 ans après quand il devient adulte et il voit toute sa vie selon les codes de la télé. Et donc à chaque fois qu'il vit une situation, Il y a des extraits. il la réfère à des extraits de télé, Fort. d'émissions. Et ça, c'est le Doom d'après, 96-97, donc à Operations Doomsday, là, dans sa manière d'écrire. Ce qu'il dit, c'est que lui, il écrit des trucs, c'est des punchlines en fait. Et la punchline de la ligne 1 et 2 n'a pas forcément un lien avec la punchline de la ligne 3 et 4, 5, 6, mais après, il se peut qu'elles aient un lien, puis il retombe sur ses pattes. Et donc, ce qu'il fait, c'est que c'est vraiment il a une volonté d'écrire pour se faire marrer, pour jouer avec les mots, pour faire des puzzles, lyrical puzzles, qui, si tu les prends individuellement, ça, tu vas te dire, oh putain, c'est vraiment un abstrait, génie. ça n'a pas de Genre sens. comme la et en première même temps- ligne dans Accordion. Ou alors, si tu prends le tout, il y a un truc mystérieux et abstrait qui fait que les gens vont aller chercher un message. Donc ça, c'est un peu sa manière d'écrire. Il joue, c'est vraiment du wordplay pour rigoler sur la base des extraits qu'il a dans son esprit, quoi. Mais alors, son écriture n'est pas devenue plus sombre avec son personnage. Ça dépend quel personnage il prenait. Par exemple, je crois que Victor Vaughn était un petit peu plus attitude, sombre, plus austère comme ça. Mais il y a toujours un trait d'humour. Je veux dire, Rhymes Like Dimes, ce morceau, c'est mon morceau préféré de Doom sur Operation Doomsday. Je veux dire, c'est que des blagues presque. je Et veux t'as dire. pas un MF Doom, tu ne sais jamais à quoi t'attendre quoi, avant que le morceau parte. De quelle position il arrive, il se place comment dans l'atmosphère dans laquelle il va deliver et tout ça. Mais il avait un talent d'écriture qui était indéniable. Je crois que j'avais lu ça il y a des années dans Rap Genius. C'est qu'il faisait partie des top lyricists avec peut-être Genius, Cannibus, Raskas, des mecs qui avaient un lexique avec le plus de mots et les allitérations, les doubles phases, les triplettes qu'il faisait pendant un 16. 8 lignes plus loin, tu pouvais retrouver quelque chose qui rimait avec les 2 premières lignes. Et il était vraiment complexe au niveau de l'écriture. Pas seulement un mec fou comme il y en a d'autres ou qui était juste dans des délires. Il y avait quand même un réel talent d'écriture et un effort pour faire à la fois des punchlines et puis des concepts, mais des wordplay, des choses qui étaient complexes. Mais de nouveau, j'aimerais insister sur le côté multidimensionnel de la légende Doom. C'est-à-dire, on parle beaucoup de ses lyrics, de sa voix, parce que sa voix est vraiment unique. Magnifique. Mais c'est un lyriciste, c'est un loop digger, comme dirait Madlib. Et d'ailleurs, Madlib, dans son interview avec la marque On ne citera pas, il dit, il y a 3 aliens qui ont décidé de prendre ce chemin. C'est Dilla, Doom et moi. Et tu vois, c'est des aliens, c'est des mecs qui vivent que pour écouter de la musique et puis entendre les loops. Donc c'est un loop digger et c'est un artiste visuel parce qu'il ne faut pas sous-estimer que ce qui contribue à son mythe et à sa légende et à son culte et au fait qu'on voit tellement de graphes maintenant en hommage à lui ou même avant, durant son vivant, c'est que ce gars-là, au niveau visual art, il était vachement on point aussi. Donc il faut insister sur ces 3 éléments qui font partie du décodage de pourquoi Doom est Doom. Il y a notre premier guest qui est prêt à recevoir notre appel, mon cher Tim. On appelle notre ami Alpha du blog Le Gros Tadzik, basé à Lyon, et gros fan du personnage. Ça va, Alpha, tu vas bien? Disons qu'on a eu une période où on aurait pu passer un meilleur réveillon si on n'avait pas eu une certaine nouvelle qui est tombée pendant qu'on était censé célébrer la fin 2020. Et justement, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu as apporté
MF Doom dans ta carrière de mélomane et professionnel de la musique? Tellement de choses. Déjà, pour commencer, j'ai envie de dire, c'était un peu comme beaucoup, c'était un super-héros. Et que, avant tout, il a aussi été le premier, peut-être même le seul, qui a montré à pas mal de monde qu'il était possible de faire une carrière autrement et en dehors des spotlights, d'être à la fois. En fait, oui, pour moi, ce qui a fait vraiment la marque de fabrique d'MF Doom, c'est pouvoir être sur le scène, tout en faire et en étant et en gardant une certaine force de mystère autour de lui. Alpha, on a quand même des difficultés à entendre tout ce que tu dis au niveau du réseau. Ah, Je vais quand même essayer de te rappeler sur ton Messenger là. ouais, je disais à la fois être présent dans les spotlights, de laisser son empreinte artistique sans pour autant se vendre comme un produit marketing. Dans le sens où, comme disait DJ Maceo à Solitude 2018, si je me souviens bien, en fait, il faisait partie des artistes qui arrivaient à aller là où ils voulaient être et pas du tout là où les fans l'attendaient. Ok, et est-ce que toi, tu as, vivant en France, quel a été l'impact un peu dans le milieu hip-hop français que tu as côtoyé d'un artiste comme MF Doom? Autant ces disques, on peut dire que voilà, ça fait partie de la discographie référence, ne serait-ce que pour son travail avec Madlib ou ce qu'il a pu faire en solo. Et après, ensuite, au niveau des lives, c'est autre chose, notamment par rapport aux histoires de concerts qui étaient faits un peu à l'arrache, les fois où il avait ramené des doublures à sa place, ou encore les fois où il est carrément pas venu. Mais après aussi, il y a, comment dire, ça fait aussi partie du personnage de super vilain, ainsi que aussi, la fois où il était passé à Lyon, en fait, il avait donné un concert que peut-être les gens n'ont pas forcément su capter, notamment pour plusieurs raisons. La première était que le public sur place n'était pas forcément fan de ce qu'il faisait, ne connaissait pas par cœur tous ses morceaux, donc avait du mal à le baquer. Le concert était assez court. Et ça, j'ai appris, et la raison de tout ça était apparemment qu'il était déjà malade à cette époque-là. C'était DJ Duke qui m'avait appris qu'apparemment il avait une maladie pulmonaire et qu'il avait pris sur lui, qu'il avait surmonté sa condition physique juste pour pouvoir monter sur scène. Et donc oui, il y a ce que les gens voyaient et aussi l'histoire qu'il y a derrière cet homme. Et oui, Doom, c'est, j'ai envie de dire, pour toutes les personnes qui sont un minimum dedans, c'est une légende absolue et incontestée. Et après, pour les personnes qui suivent l'actu hip-hop un peu de loin via les concerts, sans forcément poncer les disques ou creuser dans l'histoire du personnage, c'était peut-être autre chose. T'as réussi à avoir plus d'informations. Bon, comme on sait, c'est resté hyper secret. Euh, Comme on sait, en fait, vu la force de l'image qu'il a construit, tout ce qu'il faisait venait s'inscrire et enrichir cette légende. Ouais, Et sa mort en est un autre exemple. C'est-à-dire le fait qu'il soit décédé le jour d'Halloween, le 31 ouais, octobre, qu'ils ont réussi, dans l'époque actuelle où tu peux rien garder de secret, surtout pour un personnage aussi important et public, ils ont réussi à garder ça secret jusqu'au 31 décembre. Moi, je sais par exemple que Curious, lui, était au courant dès le 31 octobre et il a évoqué hier durant une émission avec Pete Rosenberg la difficulté que c'était pour lui de revivre le deuil deux fois. Est-ce que tu as eu, toi, plus d'informations par rapport... Tu as touché sur une maladie pulmonaire. Tu crois que... Ah bon, En mal fait, si- étant donné que la personne qui m'a transmis ça est elle-même décédée en novembre dernier et qu'on n'en avait pas reparlé, donc ouais, j'ai pas plus d'infos sur la maladie qui a pu l'emporter. Après, en ce qui concerne la nouvelle de ce que j'ai appris, mais après ensuite ça demande aussi vérification. C'était aussi dans un premier temps de faire le deuil dans l'intimité et d'éviter toute la hype post-mortem qu'on a pu voir déjà, ne serait-ce qu'avec l'explosion des prix du merch autour de lui et aussi
explosion des mots, des discours, gens qui se disent fans. Comme on le sait à chaque fois qu'il y a un décès de ce genre de personnage. Donc oui, donc sur la question de tout ce qu'il y a eu autour, ouais, malheureusement, j'ai pas vraiment, j'ai pas plus d'infos que ça, malheureusement. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui te fait kiffer le plus comme morceau, toi, si tu devais choisir? Je sais que t'aimes pas trop les rankings, mais quel est le projet qui t'a marqué le plus, toi, Alpha? Et pourquoi? Euh, putain, de MFD, il y en a eu tellement. En fait, le truc, c'est que il y a plusieurs niveaux de lecture dans le sens où les morceaux que j'aimais pas, enfin, de MF Doom, il y a déjà tous ces classiques, toutes ces productions, tous les Mad Villain, ou encore à l'époque de King Ghidorah, ou encore Victor Vaughn, où il y a tous les morceaux qu'on avait partagés sur le gros Tadzik. Il y a un truc drôle, par exemple, t'as le morceau Who Cakes, qui pendant longtemps était un morceau que, il y a peut-être, ouais, 10-15 ans de cela, j'aimais pas trop, parce que je le trouvais à l'arrache et ça correspondait à l'époque où on avait tous ces échos où il était un peu, voilà, il se donnait pas à fond et tout. Mais en prenant le temps au fil des années à écouter ce morceau, il est devenu par la suite un de mes morceaux préférés dans le sens où quand tu t'intéresses à sa manière de sampler, au type de son qu'il utilise et ne serait-ce qu'aussi dans sa manière d'écrire, dans ses métaphores, quand voilà, creuses dans le sens des lyriques, c'est là où, en fait, le fait d'écouter plus en profondeur ce morceau prend une autre saveur. T'as aussi, parmi les histoires intéressantes, le morceau qu'il avait fait Next Level, l'instru Arrowroot, qui était sorti sur premier Special Herbs et aussi dans Take Me to Your Leaders, où tu as un sample de jazz. Pendant longtemps, les gens savaient pas d'où venait ce sample. Sur Reddit, tu avais une légende urbaine comme quoi c'était un générique d'une émission de jazz qu'il avait enregistré sur VHS et tout ça. Et il y a quelques mois de cela, tout récemment, eh ben, des gens ont réussi à trouver l'extrait en question. Et d'ailleurs, là, j'allais le poster sur le groupe. Et c'était justement, effectivement, ouais, l'intro du générique de l'émission de jazz qui passait Ouais. sur MTV. Alors, on a ouvert l'émission Alpha avec ce truc-là, justement, parce que, ouais, c'est ce qu'on a dit au tout début de l'émission. On a ouvert ça avec ça. C'est le truc de Son of Yvonne, right? C'est celui Ouais. que... Il y en a un autre, en fait, qui l'a samplé de BET. Mhm. Mais, Si, ouais, ouais, mais ouais, on a ouvert l'émission avec ça, puis on a dit, ouais, c'est vraiment tellement représentatif du personnage, quoi. ouais, il faisait vraiment feu de tout bois. Il n'était pas bloqué sur un process ou un type de matériau. C'était vraiment un artiste complet dans le sens où, ouais, il crée à partir de ce qu'il avait sous la main sans se poser de questions et ça devenait des classiques. Toi, tu l'as suivi pendant toutes ces dernières Je années? l'ai suivi, oui, après, pas forcément, peut-être pas avec la même assiduité que quand j'étais plus jeune. Après aussi, c'était peut-être aussi lié à sa manière de communiquer qui est devenue aussi peut-être beaucoup plus confidentielle où il sortait des trucs sans forcément les annoncer. Et donc, du coup, oui, en fait, depuis, je veux dire, ouais, en fait, déjà en matière d'albums et de disco, j'ai vraiment commencé à le suivre avec au début des années 2000, titre perso. Et ensuite, sur tous ces projets récents, c'était plus ouais, quand je tombais dessus ou que j'en entendais parler. Voilà, je posais une oreille, je le passais en radio. Et après aussi, ça correspondait aussi avec une époque, enfin maintenant une époque où j'ai peut-être plus le même rapport avec les gros, enfin les sorties de gros noms rap dû au gros Tadic où je mets surtout en avant les découvertes où je vais peut-être avoir les mêmes types de relais pour des projets qui sont déjà établis, de gens qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont leur parcours qui parle pour lui-même. Donc oui, j'ai toujours suivi, mais après peut-être au niveau de l'assiduité, des relais et tout, c'est peut-être plus la même chose. Mais tout en ayant voilà, une oreille tendue.
En tout cas, je pense que tu seras d'accord avec nous pour dire que ce décès-là est probablement celui qui nous a frappé le plus Ah, durant 2020. Mais justement, donc on avait dit, bah, on s'est dit entre nous là que l'objectif de l'émission ou de l'épisode plutôt, c'est de ce pilote qu'on fait de ce nouveau podcast qu'on a envie de mettre en place, s'appelle Rap Science. oui, L'objectif, c'était d'aider à l'audience francophone de décoder MF oui. Doom et d'expliquer pourquoi MF Doom est si important pour la culture. Je crois que tu as pu exprimer ça, mais si tu devais dire encore 2 mots là-dessus, ce serait quoi? Bah, en fait, déjà, la phrase qui le définit le mieux, c'est déjà que MF Doom, c'est un peu le rappeur préféré de vos. Enfin, voilà, exactement. Si jamais je devais voilà, m'adresser directement à l'audience francophone, oui, c'est tout simplement le rappeur préféré de vos rappeurs préférés. Sous la plupart des gens qui ont une certaine audience, une certaine reconnaissance, puisent eux-mêmes leurs influences de MF Doom ou d'artistes eux-mêmes inspirés par MF Doom. Après, aussi, c'est une œuvre qui est à la fois, comment dire, qui, qui a plusieurs niveaux de lecture ou qui s'écoute plusieurs fois, dans laquelle il y a plusieurs couches, que ce soit dans la manière de produire, dans la manière d'écrire, dans les lyrics, qui sont toujours pertinents maintenant. Je pense notamment au Rap Snitches, qui est toujours pertinent en 2020 avec ces rappeurs qui comment dire, enfin, ça peut faire écho avec des 6ix9ine ou autres, les rappeurs délateurs qui se grillent eux-mêmes et tout ça. Et donc oui, c'est plus que juste un talent d'écriture et de production, c'est aussi un visionnaire et l'incarnation d'une véritable liberté artistique. Est-ce que vous pensez que le choix délibéré d'annoncer ça le 31 est quelque chose, c'est quelque chose de réfléchi évidemment, mais qui peut émaner de lui? Sur son lit de Bah mort, clairement, d'avoir dit à sa femme, tu annonceras ça, pas le 15 novembre, pas le 16 décembre, mais le 31, un moment où tout le monde est à l'arrêt. Personne n'est au bah boulot, tout le monde est dans une espèce de phase de transition, en attente de quelque chose. Et c'est la plus grosse bombe qui peut te tomber sur la gueule, c'est une annonce pareille à ce Timing est moment-là. incroyable. Ouais, clairement. Pour moi, c'est un peu le dernier coup du super vilain. exactement. Dans le sens C'est le dernier adieu, le coup de revers, la sortie de scène. voilà, c'est vraiment ouais, entre guillemets, son dernier sale coup Coup avant d'éclat. de tirer sa révérence. Ouais. Donc ouais, je le vois comme ça, dans le sens où ouais, il nous a tous mis une claque dans la gueule avant de partir, quoi. Clairement, oui, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui, du début jusqu'à la fin, a eu pour moi un contrôle total de son image et de sa carrière, qui a su exactement nous emmener là où il voulait nous emmener et pas l'inverse. Et cela jusqu'à la toute fin de sa vie. En fait, pour aller plus loin, il me fait penser à David Bowie. Je sais pas si vous avez suivi au moment de sa mort son dernier clip qui était une sorte de message d'adieu. Et d'ailleurs même son dernier album qu'il a fait en sachant qu'il était sur ses derniers instants de vie. Et du coup, il est mort peu avant ou peu après son anniversaire. Et son dernier clip, c'était vraiment son mot d'adieu sous la forme d'un dernier morceau, enfin, une dernière réalisation. Et c'est dans ce sens-là, pour moi, oui, c'est quelque part une sorte de David Bowie du rap, ce que nous a fait MF Doom, voire même aussi dans le reste de son parcours. Ouais, merci beaucoup, Alpha, hein, Ouais. pour ce moment de témoignage qui nous aide à continuer dans la mission du décodage du personnage. Oh yeah, oh Merci. yeah. Vas-y Alpha, on se capte. Merci, hein. Ouais, gros big up. Ok, bah voilà, un message d'Alpha. Une pensée pour DJ Duke, qui est parti aussi ce dernier trimestre de 2020, trop jeune, et qui était vraiment aussi dans cette vibe, Cette veine totalement Ouais. underground. totalement underground, exactement. Cozy nous a quittés récemment aussi, Cozy, ouais, tout à fait. qui aussi était un adepte.
de ce genre d'ambiance. Il y en a beaucoup qui sont partis en 2020. Beaucoup trop. 2020 était assez dévastatrice au niveau des décès, je dirais, plus ou moins illustres. Et donc, ouais, effectivement, le point culminant étant d'avoir cette annonce au 31 décembre, comme tu disais, ça contribue encore plus au mythe. Je propose qu'on appelle Joël, qui est, selon Alpha, un des plus gros rap scientists Allons-y. de MF Doom. Alors peut-être qu'on va lui foutre la pression, mais voilà. J'ai jamais parlé à Joël, donc c'est Mais la qui est première fois. Joël? Joël Aubray est un, je crois, un beatmaker aussi, et un gros fan de Doom qui nous a été recommandé par Alpha pour enrichir cette discussion. Donc je l'appelle. Allô, Salut Joël, comment va? bien, bonne année, meilleur. Mais juste avant qu'on Ouais. t'appelle, il y a Nico qui a fait, mais qui est Joël? Donc voilà, je te le demande, qui est Joël? On veut savoir. Alors moi c'est Joël, Joe Stereo en nom d'artiste. Ça doit faire quoi? Ça fait 13 ans que je fais du son. J'ai grandi à Bayonne, Ok. dans le sud-ouest de la France. Je suis arrivé à Lyon il y a quoi? Il y a 10 ans de cela, je crois. Donc j'ai connu Alpha il y a 10 ans, un petit peu plus de 10 ans. Je sais même plus. C'était quoi? 2009? Ouais, c'est ça, 2010-2011, j'étais à Lyon. Voilà. 2010-2011, j'étais à Lyon, donc il y a 10 ans. Et donc j'ai connu Alpha parce que ben, je faisais des soirées et que je faisais du son en fait tous les jours et je vivais que son en fait. Je bossais pas, enfin voilà, et je bosse toujours pas. Là, je suis au RSA, je fais que du son chez moi, je lis. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est LRS. Donc ça c'est avec Days et a.k.a. Race Car de Chicago. Donc le lien que je t'ai envoyé hier là. Mhm. On a un collectif Doom Bap qu'on est en train de monter petit à petit, mais on a déjà un collectif. Donc dedans il y a Mike Ladd, Distant Star de Philadelphie, Davout de Pittsburgh. Il y a qui? Charles C qui est sur Paris, Loki Zeke de Waxidermist qui est sur Paris, Jésus-Christ, Mr. Toast, Days et moi. D'accord. Et ça s'appelle Doom Bap. Doom Bap, Ok. comme MF Doom et Bap. Voilà. Donc on est dans le vif du sujet. Mais parce que vous êtes maudit ou parce que il y a vraiment un rapport avec le catalogue de MF? Ou la référence à ce milieu underground? En fait, ouais, on est plus dans le truc underground. Enfin, moi, je suis plus dans l'indépendant underground. J'essaye de pas trop me montrer ma tête, même si forcément je mets des photos avec mon fils ou des trucs comme ça. Mais je mets pas de masque ou des trucs comme ça. Mais comme je suis producteur, je suis derrière en fait. Donc moi, on n'est pas forcé, on n'est pas obligé de me voir. Mais par exemple, pour moi, MF Doom, c'est j'ai connu MF Doom en 2001-2002. Ok. Avec Opération Doomsday. Ensuite Victor Voyn. Après KMD. Après Matt Villain. Et entre-temps King Ghidorah, quoi. Et après Monster Island Zars, MF Grimm, enfin tout ce En fait, truc-là. ça t'a apporté quoi en fait? Qu'est-ce qui fait que c'est lui et pas un autre, genre dans ta discographie? Pourquoi tu le mets à une place un peu différente des autres rappeurs ou producteurs? Mais en fait, moi, on va dire que je vais essayer de faire un top 5. Top 5 pour moi, c'est Doom en premier, Big Just en deuxième. Big Just de troisième, Dave Jukes? Big Just de Company Flow. Ouais, Coflow. Ouais. Troisième, j'ai le cul entre deux chaises parce que je pourrais dire AC Yalon ou Mos Def. Ok. En 4, je mets Milo, Rap Ferreira. Et en 5, je mets Rock Marciano parce que là, il est en train de me rendre fou, le Rock Marciano. en ce moment. Ok. Et puis donc pour revenir à Doom, c'est quoi qui te marque en fait de lui? Ben voilà, il est unique, quoi. Mais C'est là, unique. mais là, je te parle de son, hein, je te parle pas forcément de son image et tout ce qu'il a fait, parce que Mais oui, non, mais même dans le son, en fait. Il est unique dans son son. Enfin, il n'y a pas d'autres personnes qui fait comme lui. Enfin, c'est très raw comme truc.
J'ai pas exactement enfin, c'est plus de l'émotion qui m'apporte. C'était un truc vraiment, enfin voilà, c'était un gars qui Est-ce que vous, était direct. et toi, en tant qu'auditeur de mecs qui ont écouté MF, avez eu même la même réaction ou la même passion pour des mecs comme Kool Keith ou J-Zone, qui étaient aussi des sortes de paradoxes, de weirdos, de nerds, qui Oui, créent bien des sûr. univers. Ouais, Docteur Octagon, tout ça, bien sûr. Bien sûr. Je pense au même titre que beaucoup de gens qui ont été amateurs et qui ont aimé MF Doom, se sont tout de suite intéressés à Madlib et à cet univers-là. Et en parallèle, on peut parler aussi de Kool Keith, qui est aussi le même genre de rappeur interstellaire, complètement oui, bien sûr, avec psycho. plusieurs alias, bien sûr. Absolument. D'ailleurs, Doom a été accusé à tort, je trouve, par certains animateurs illustres de radio d'un peu de biter de Kool Keith. Hein. Mais pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Je pense que avant que tu... Je pense que quand on connaît pas les personnes, vaut mieux pas parler de ce qu'on ne sait pas. Voilà. Après c'est à quel moment ils ont connu MF Doom, parce que Kool Keith, enfin il a été, enfin pour moi je connaissais Kool Keith avant de connaître MF Doom. Donc après il y a aussi ça, c'est la médiatisation en fait qu'on va y faire. Mais comme c'est le milieu underground, c'est plus nos oreilles qui vont nous amener, ou enfin c'est quand même enfin KMD c'était 90, Doom c'est fin 90 sur Fond de Lem. Donc après c'est plus le milieu underground qui va chercher ces trucs là. Et de ce temps-là, Internet, c'était via le téléphone et il fallait attendre 5 minutes avant d'y aller. Donc c'était plus des chineurs, on est plus des chineurs que à l'heure d'aujourd'hui où on peut aller sur des blogs et choper tous les albums qui sortent du lendemain au surlendemain, Mais ou même toi, en avance. mais toi, comment ça t'a nourri au niveau de ta création, ces albums, et puis le parcours de Doom, sa discographie? Je sais pas, je l'avais dans mon MD, j'avais fait un MD spécial Herbs avec Opération Doomsday, le MD qui dure 4 heures et puis on va jouer au basket. Je fais des soirées avec des potes, c'était MF Doom, enfin non, il a fait partie de ma vie, enfin et il fait toujours partie de ma vie, enfin c'est pas partie des parties qui ne fera plus partie de ma vie. Et dans tes productions, est-ce que le fait d'avoir, est-ce que tu t'essayes ces techniques un peu, tu vois? Moi dans mes productions, c'est sample basse kick snare. Ok. Et un petit peu de hi-hat, mais je reste le plus simple possible. Je ne mets pas de layer, justement pour laisser de la place à la voix aussi, s'il y a de la voix qui doit se mettre. Donc c'est quand même un petit peu, c'est une influence en fait, même dans ce que moi je fais. Parce que pour certains, à l'heure d'aujourd'hui, il faut faire du layering sur des snares, il faut rajouter des synthés sur, enfin voilà, il faut travailler le sample. Le sample de Doom, il prend une loupe et puis let's go. Mhm. Enfin, c'était ça le début du rap aussi. Et il faut se rappeler de ça. Ouais. Et puis en fait, faut chiner les choses pour que faut aller chiner du jazz obscur, ou lui il kiffait les années 80. Enfin donc je pense qu'il a été le premier à sampler les années 80 en 90. Donc enfin c'est une grosse influence. Après moi je suis très voilà, j'ai grandi avec Wu-Tang, Raucus, MF est juste arrivé après ma période Raucus Record. Et en fait ouais, je suis très soul jazz, très soul jazz. Après mais forcément quand on fait des beats, on va chercher un petit peu plus loin. Les films, les animés, enfin Lui, il samplait tout. beaucoup de télé, hein, comme J-Zone. Oui, mais c'est aussi comment dire, c'est comme Wu-Tang, il samplait, enfin RZA, il samplait des films de kung-fu, Voilà. donc la cassette vidéo aussi. Donc c'est les. Après moi j'ai commencé à faire du sample enfin à faire de la zik il y a 13 ans, donc c'était déjà ordinateur, donc c'était un autre moyen aussi de faire de la musique.
eux, ils sont sur des sampleurs MPC 60, donc ils passent par ce qu'ils peuvent avoir, en fait. Mais tu définirais comment, en fait, cet amour que tu as pour lui? Est-ce que c'est un amour qui porte à la maladie ou est-ce que tu es un doom fétichiste? Ben là, depuis que je sais qu'il est mort, moi, j'ai pas fait j'ai une amie qui m'a dit que j'avais fait un mausolée, parce qu'en fait, j'ai la figurine du Matt Villain Avalanche et j'ai mis un petit coin en sang avec la figurine à côté. Donc, dès que j'écoute du MF Doom, je brûle l'encens. Là, j'ai la veste The Unbred MF Doom, donc dès que je sors maintenant, cette année là, je pense qu'elle va être sur mon dos toute l'année. J'ai un stylo MF Doom, j'ai un cahier MF Doom, enfin voilà, j'ai des trucs, j'ai des cassettes, j'ai des tapes MF Doom que j'ai même pas encore écoutées parce que j'ai pas de Walkman. Mais enfin voilà, j'essaye d'avoir des choses, enfin voilà, Mais pourquoi tu bon, penses que cet artiste, je dirais, amène ce genre de lubie? Qu'est-ce qui fait qu'il est si spécial? parce qu'il est mystérieux en fait. Ouais. Il est mystérieux. C'est le premier à avoir porté un masque, si je ne me trompe pas. C'est le premier, justement, dans l'univers du hip-hop à faire en sorte qu'on ne sache pas qui il est exactement. Et l'alias Dr Doom, enfin, ça veut dire grand chose. Enfin, peut-être qu'il prend le terme méchant, mais c'est pour mieux émettre enfin, l'image de la société dans laquelle on est aussi. Il y aurait clairement moins d'engouement aujourd'hui de la part des gens suite à sa mort. Si c'était un gars qui avait Mais été lisse et transparent et qu'on savait qui c'était et qu'il était apparu à visage découvert. C'est un fait que le mythe, le mystère crée cet engouement. bon, après, quand on connaît KMD, on a vu sa tête. Donc, euh, donc ça, je sais pas. Mais enfin, moi, quand je l'ai connu, c'était vraiment sous le truc de MF Doom. Et après, Victor Void, donc il est toujours masqué. KMD, on voit sa tête, on voit qui il est, on peut comprendre qui il est. Mais après, MF Doom, c'est la suite, c'est à la suite de la mort de son frère, enfin quelques années après. Après des situations un petit peu, je pense, où il a dû faire des dépressions, j'en sais rien, hein, ça, c'est une supposition. Mais je pense que sa vie n'a pas été simple non plus. Et en fait, pour rebondir, il faut réussir à donner ses émotions. Comment T'arrives à te rappeler la première fois que tu l'as entendu? Est-ce que ça t'a fait ou pas? La première fois, c'était Opération Doomsday à Mérignac à Bordeaux, 2002, ouais, c'est ça. Chez un pote. Et en fait, mon pote m'avait dit non mais je suis sûr que tu vas kiffer. Et donc Opération Doomsday, le premier morceau c'est le centre de Chadé. Ouais. Mais c'était pas ça moi qui m'avait fait kiffer direct. Moi le morceau de Opération Doomsday c'est Who Do You Think I Am. Ouais. C'est celui-ci moi qui m'a complètement fait exploser en fait. Boucle de ouf. Et donc Youssef Latif, et donc après on va chercher les samples, tout ça. Enfin, donc c'est aussi un moyen d'agrandir notre répertoire, on va dire. Quel est le projet collabo que tu as retenu de son catalogue, que tu as préféré? Parce qu'il en a fait, hein. Avec En Nas, collabo, Ghostface, Madlib, Masta Ace. Franchement, Tout. Tout. franchement, ouais. Enfin, là encore, j'ai le filleul de ma marraine là qui m'a envoyé un message en me disant ah merci Joël de me faire découvrir un artiste même si j'ai honte de le découvrir après sa mort. Et en fait, il met l'album de Matt Villain. Matt Villain, c'est un album très spécial, je pense, parce que je pense que ça a ouvert beaucoup de portes pour les oreilles des non-aficionados du hip-hop. Très juste. Très juste.
Et en fait, moi qui ai grandi avec le hip-hop, Doom, franchement, chaque année, en fait, entre 2002 et 2008, entre 2002 et 2008, pardon, il sortait presque un album par an, quoi. Donc, entre le Danger Doom, entre le Mad Villain, enfin, il y a quand même, et il y a MM toujours que des Food. pépites. Je me rappelle, moi, je rêvais d'un MF Doom RZA, et c'est arrivé Ouais. quelques années après. Mon souhait avait Sur été un morceau, exaucé. pas sur l'album. C'était Non, mais sur ça, quoi? c'est Think c'est sur, Different. oui, c'est sur le Things, Indies, quoi. Ouais, ouais, un morceau Think terrible. Differently. Mais même si c'est juste un morceau, mais enfin, ces collabs-là, enfin, c'est quand même de l'histoire, en fait. C'est de l'histoire du hip-hop. Après, sur un album, oui, mention spéciale pour Madlib, pour Mad Villain, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Je m'excuse de te poser Et une en question. solo, je mets Opération Doomsday. Operation Doomsday. Je m'excuse de te poser peut-être une question super personnelle. Euh, Mhm. mais quand tu as appris sa mort, Alors, quand j'ai appris sa mort, j'étais chez moi, tout seul, en train de lire un bouquin. Et c'est un pote qui sait que j'aime MF Doom, qui m'a appris ça. Et en fait, au début, j'ai dit, mais non, c'est pas vrai. ouais, Donc, je suis allé sur Internet, j'ai vu l'annonce par sa femme et tout ça. Et en fait, j'ai arrêté de lire. Et je me suis posé, en fait. Et ma mère, un quart d'heure après, m'appelle, me souhaite le bonne année, toute heureuse et tout. Et puis, en fait, moi, j'étais pas, l'année, elle commençait pas si bien que ça, en fait. Enfin, c'est plutôt l'année qui s'est mal finie. Donc, en fait, sur la continuité de ça, j'étais pas dans l'ambiance habitant à Paris où les gens envoient des pétards un petit peu partout à minuit. J'étais pas dans cette ambiance-là du tout. Donc, et j'ai passé de mes premières 8 heures jusqu'à sortir de chez moi pour le Sunrise. J'ai passé 8 heures à écouter tous les MF Doom, en fait. il nous En a fait un commençant par sacré Opération sale coup quand même. Doomsday. Ben, non, je pense que vraiment, en fait, c'est même pas faire un sale coup, c'est la vie. Et comme toute grande personne, en fait, il faut laisser du temps à la famille pour digérer tout ça et pouvoir donner l'information. Ouais. Alors, j'étais C'est un pas petit facile. peu. Il avait perdu son Ouais. fils. Donc même pour sa femme, enfin dans l'année, elle perd son fils, elle perd son mari. Il faut avoir, excusez-moi le terme, mais il faut avoir des couilles, quoi. Enfin, pour rester debout, hein. Ouais. C'est pas facile du tout. Enfin, ouais, Ouais, j'étais un petit c'est peu, navrant. sarcastique en disant il nous a fait un sale coup parce qu'on disait tout à l'heure avec Alpha, c'est le dernier coup du super villain de nous avoir fait ça. D'un point de vue très égoïste en tant que fan, c'est clair que moi j'étais en train de jouer, faire un jeu de cartes avec ma famille, mes filles et mon épouse, et puis j'ai appris ça, ça m'a complètement plombé, quoi. Je veux dire, j'avais plus un sourire sur mon visage. Mmh. Ma femme n'arrivait pas à comprendre pourquoi je tirais la gueule. Ouais. Et ouais, je veux dire, même si moi, je pense par rapport à toi, je disais tout à l'heure, je suis loin d'être le plus grand spécialiste de Doom. Moi j'étais plus, tu vois, old-timer, donc attaché par KMD. Donc, Ouais. je dirais que je suis un medium aficionado de Doom, mais il reste quand même quelqu'un Mmh. qui est tellement, tellement fort et tellement important qu'il nous a tous bien plombés, quoi. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais enfin, comme nous tous, on est tous uniques. Et lui, il a apporté une grosse pierre à l'édifice, je pense, de pouvoir être lui ce qu'il veut être. Et est-ce qu'il Et y a c'est aussi le message pour tout le monde. C'est soyons ce qu'on veut être. Ouais. Ok. Et par rapport au fait que, en fait, j'ai deux questions qui sont complètement différentes l'une de l'autre. La première, c'est comme son rapport à l'industrie musicale.
comme toi, tu exerces aussi dedans. Est-ce que comment tu vois l'industrie musicale? Est-ce que le fait que lui soit complètement indé au max et une vision où il a quand même rejeté pour beaucoup, je parle de l'industrie musicale, hein, il l'a rejeté, pas du tout la musique. Est-ce que toi, tu as envie de partir dans cette direction-là? Je pense qu'il a été rejeté de l'industrie musicale à cause de Black Bastard. Mhm. Parce que c'est montrer quelque chose que les blancs ne veulent pas affronter en tant que noirs. Moi, je fais beaucoup de recherches sur mes origines. Moi, je suis congolais. Et je pense que ça, là, cette industrie-là, de toute façon, n'importe quelle industrie, on est dans une société gouvernée par les blancs. Je ne suis pas raciste car métis, mon père est français, blanc, ma mère est congolaise noire. Mais il faut se rendre compte des choses. Après, dans l'univers de la musique, j'ai envie, moi, de faire mes choses par moi-même. Et être un homme, en fait. Pour être un homme, il faut faire les choses par soi-même. Après, il faut toujours de l'aide pour pouvoir passer les étapes. Et on peut pas tout faire tout seul. Après, il faut savoir faire confiance. Donc le truc, c'est si moi je dois blow up, comme on dit, ça voudrait dire que des gens m'ont fait confiance, mais surtout ont aimé ma musique. Et moi, je préférais que ça soit dans ce sens-là, que les gens aiment ce que je fais, que je sois en fait une figure pour la société, en fait. C'est vraiment c'est plus dans ce chemin-là que que je vais, en fait. Et pour ça, Doom est un modèle du genre. Comme on l'a dit tout à l'heure avec Alpha, c'est que voilà quoi. Et toi, tu l'as dit aussi. Il a été toute sa vie ce qu'il voulait être, en fait, finalement. Ouais. Et peut-être que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée, c'est s'être fait virer sur Black Bastards, tout en ayant à ses côtés, tu as parlé d'Ed aussi tout à l'heure, Dante Ross qui a réussi à lui obtenir ses masters et le faire sortir un petit peu, oui, par la petite porte, mais par la grande porte d'un point de vue contrôle. Et donc, suite à ça, je crois que je lisais un post hommage de Busta Rhymes qui disait... Oui, d'ailleurs, ouais, très très beau poste d'ailleurs. Très très beau poste qui disait: tu nous as montré tout ce qu'on a toujours voulu et que seul toi a pu faire, c'est ce que c'était d'être un homme libre. Parce que Busta est sur le premier KMD, quoi. Ouais. Tu nous as montré ce que c'était d'être un homme libre et j'ai trouvé ça super fort. Ouais, carrément. En tout cas, Joël, merci beaucoup. Je sais pas, Thibaut, Nico, vous avez encore des... J'avais une deuxième, mais elle s'est envolée là. Donc, Joël, je te l'épargne. J'arriverai pas à la retrouver de toute façon, ma deuxième question. Mais merci en tout cas pour toutes tes réponses. C'est très cool. Et on va se pencher un peu. T'as des projets qui sont dehors là qu'on peut écouter? Ouais, il m'a envoyé quelques liens hier, donc on partagera cette ça. année 2020, j'ai fait 5 projets, donc il y a des trucs à écouter de 2020. Excellent. Là, j'attends quelques jours pour sortir un 17 bits là. Ok. Il y a d'autres trucs. Il y a des morceaux avec Mike and Nine, avec Mike Ladd qui devraient sortir dans peu de temps. Il y a des trucs qui vont arriver cette année, je pense. Excellent. Bah, force à toi et puis bon courage pour la suite de ta carrière. Est-ce que tu crois qu'on a rempli notre mission là, Thibaut? Ouais, décoder. bon, après, le côté lyrical, pas tant que je voulais, mais ce sera peut-être une autre partie, ça. Je pense que ça mérite plus de recherche et un travail de traduction. C'est tu vois. complexe, le côté lyrical. Tu approches pas MF Doom comme un Prodigy ou... Même en comprenant l'anglais, c'est pas évident de cibler, de faire le tour. C'est tellement vaste et pointu, ça reste un geek. Hein. C'est quand même un mec qui aborde des sujets qui sont pas accessibles à la première écoute. Il faut écouter, réécouter. Donc c'est difficile de définir
vraiment, lyricalement, c'est tellement vaste. On peut pas l'enfermer dans une boîte, MF Doom. C'était un gars aux multifacettes. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai mis dans mon tweet là, que j'ai publié l'autre jour. Tu vois, je pourrais passer le restant de ma vie à écouter tout ce qu'a fait Doom et j'arriverais peut-être au 15-20% de l'étendue de ce que le mec voulait dire au monde. Et de nouveau, je ne sais pas si ça pouvait apporter un élément de décodage, mais pour moi, la meilleure métaphore, c'est cette histoire de Dream On. Ouais. Je pense que c'est un type qui sample, en fait. C'est vraiment un loop digger, même au niveau de son lyrical flow. C'est vrai. Tu vois, il s'est absorbé d'images et trucs, et puis il les sort, surtout dans la deuxième partie de sa carrière, il sort ces images d'une manière lyrique au fur et à mesure. Là, je voulais aller chercher les lyrics de Operation Doomsday. Et puis juste, pendant que tu cherches ça, dans ses collaborations, il a travaillé avec la nouvelle génération du rap un peu. Parce qu'au final, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Après- On peut pas dire qu'il ait amené beaucoup de mecs sur la scène, de noms qui ont émergé ou qu'il a mis en avant. Quand il se mettait à travailler sur un projet, une collab, un album, c'était avec des gars qui étaient déjà bien établis. Ouais. Ce qu'il a fait avec Ghost, avec Nas, avec Master Ace. Bishop Nero, peut-être. C'est peut-être le plus jeune. Ouais. Et c'est pas lui qui l'a mis en avant. Bishop Nehru, il était déjà là, il avait déjà débuté sa carrière. Oui, mais... Mais c'est probablement un des mecs de la nouvelle école Ouais. avec qui il a collaboré récemment. Mais bon, c'était un ancien de la nouvelle école parce qu'il pratiquait un boom bap déjà très... Mais ce qui Très est old unique school. avec Doom, c'est qu'il a inspiré tous les plus grands du mainstream. C'est-à-dire que Pharrell est un énorme fan, Tyler, the Creator, est un énorme fan. Ensuite, tu vois, on peut parler de 4 générations. Hein. La première génération qui était la naissance du hip-hop, fin 70, fin 80. Ensuite, fin 80, fin 90, fin 91. On peut parler de 4 générations. Il a inspiré dans la troisième génération des gars comme Andre 3000, qui sont des énormes fans aussi. Et puis dans la deuxième génération, il a inspiré tous ces acolytes de l'époque, comme on a parlé de Busta Rhymes tout à l'heure. Donc c'est vraiment ce côté unique, c'est qu'il a plu vraiment à toutes les générations aussi, qui lui vouent certains, comme Tyler par exemple, un culte incroyable. Je veux dire, tu m'as parlé, je crois, toi, de la vidéo où on voit Tyler et Earl Sweatshirt qui rencontrent MF Doom et qui sont tellement starstruck de l'avoir rencontré. Mais il y a une autre vidéo où il y a un animateur radio qui donne une cassette à... Il y a Earl qui est là, et puis la chanteuse de Internet. La chanteuse de Internet. Sid the Kid. Ah, c'est un groupe Internet. Ouais. Excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Tu pouvais te poser la question. Il y a une chanteuse sur Internet. c'est elle qui fait tout sur YouTube. Et la tête de Earl, parce que le mec donne une cassette enregistrée d'MF Doom, écrit par MF Doom, où il avait noté ses trucs. Et la tête de Earl, le mec, il n'arrive plus à parler, il est décomposé complètement. Et c'est vrai que c'est assez touchant de voir ça, sachant que voilà, c'était quand même une nouvelle génération à ce moment-là. Tu vois l'impact culturel énorme, c'est très vaste, ça va de tous les milieux, du street art à la mode, aux artistes, aux producteurs, aux rappeurs. Moi, j'ai jamais vu un engouement post-mortem aussi violent qu'est-ce qui s'est déroulé le soir du 31. Même pour James Brown, j'ai pas vu autant de posts commémoratifs. Bon, James Brown est peut-être mort avant l'ère social media, Instagram, tout ça, mais... Ouais. Non, enfin peut-être qu'il était un peu dedans, mais non. Il meurt en quelle année, Brown? Ça fait pas non plus... Ça fait pas 20 ans qu'il est... Ça fait quand même une bonne dizaine d'années. Hein, Ouais, c'est ça, on était quand même dedans. Ouais. Un petit statut Facebook. Mais là, c'était impressionnant. Comme tout le monde en est allé de son poste. Non, mais c'est un culte, tu vois. Je veux Ouais. dire, je pense que pour moi, c'est la trinité de la renaissance du rap organique. C'est Jay Dilla, Madlib et lui. Et Jay Dilla, on sait le culte que c'est. Maintenant, post-mortem, évidemment, tu vois, par rapport à ce débat, ouais, tu es plus célébré après ta mort qu'avant ta mort. Bon, c'est quelque part, c'est normal, tu vois, parce que ta mort affecte beaucoup de personnes. Et comme elle affecte beaucoup de personnes, ben, ceux qui connaissent la personne vont la célébrer et ceux qui ne la connaissent pas vont la découvrir parce que ceux qui la connaissent la célèbrent. Et par conséquent, ben, tu as une résonance.
qui est très importante, mais c'était un culte de son vivant, et ça sera encore plus un culte Il après. va après probablement son- rentrer au Rock and Et je Roll pense Hall que- of Fame. Je pense que Madlib aussi sera là. C'est ces gars qui ont pris cette direction du rap originel, qui est le loop digging, la science de la musique. C'est des aliens, quoi. C'est vraiment... Joël a dit tout à l'heure pour Dilla qu'il était un ovni, mais moi je pense que Doom est un ovni aussi. Je pense que Madlib est un ovni aussi. Totalement. Regardez d'ailleurs cette interview de la marque qu'on n'a pas citée de Madlib, parce que tu le vois d'ailleurs dans la manière dont il parle. Ce mec, il en a rien à foutre de tout, quoi, sauf de son son, quoi. Il aime peut-être boire un peu des bons vins, fumer un bon Bouddha, et puis écouter de la musique. C'est des gars qui sont dans leur monde, c'est des autistes. Et au début de sa carrière, juste pour revenir, au début de la carrière, donc avec KMD, donc lui, il vient d'Angleterre de base. Il est né à Londres, oui. Il est né à Londres. Enfin, il est né en Angleterre, oui. Et il n'y a jamais eu un lien avec Slick Rick? Parce que je trouve qu'il y a une dégaine, où il y a un truc. Pas plus que ça, pas que je m'en rappelle. Bah, je pense que Slick Rick a dû inspirer un jeune Doom. Parce que Slick Rick était avant Ouais. KMD. Il en a parlé 2-3 fois quand ils lui ont dit ouais, qui c'est qui t'a inspiré. Il a dit Slick Rick, storytelling, mais je pense pas que c'est le côté Brit Non, ça c'est un hasard. qui l'a inspiré. Mais Ils sont arrivés très tôt à New York. Hein. ouais, ils sont Ils arrivés sont assez originaires tôt de Long Island sur et Long après Island, ouais. ils faisaient la navette entre Lower East Side et Long Island. sur Manhattan, ouais. Mais non, je pense pas qu'il y a eu forcément. Bien sûr, tu as toujours eu une affiliation comme ça. Tu as Money Love aussi qui est anglaise à la base et puis qui a vécu quasi toute sa vie aux États-Unis. Mais ouais, il n'y a pas vraiment de rapprochement plus artistique que ça entre Slick Rick et Doom. Ouais. Ok. Et pour revenir donc sur le texte de... Ouais, je veux dire, je sais pas, Doomsday il commence avec I used to cop a lot, but never cop no drop. Je veux dire, rien que ça, il y a tellement de sous-entendus dans ce qu'il est en train de dire, mais tu vois que déjà en termes de sonorité, cop a lot, cop no drop, tu vois, tu as déjà up, 4 fois. Et ce que la phrase veut dire, c'est que à l'époque, je chopais beaucoup, je pense qu'il parlait de femmes. But never cop no drop. Alors ça, je sais pas s'il parle de disques ou d'autres choses, mais tu vois, hold mics like ponytails tight and bob a lot. Donc j'attrape le microphone comme on attrape une queue de cheval, très serré et bob a lot. Donc je secoue la tête fort. Stop and stick around, come through and dig the sound. Donc si t'es par là, arrête-toi. Pose-toi et puis apprécie la musique. Donc ouais, c'est vraiment... il y a de tout, il y a des trucs très conscious. Je veux dire, une des lignes très fameuses du morceau Rhymes Like Dimes, c'est Only in America you can make a healthy buck and still find a way to go on self-destruct ou quelque chose comme ça. Donc tu vois, je veux dire, là, tu as 2 lignes qui ont un political consciousness qui est assez profond. C'est-à-dire, seulement aux États-Unis, tu peux te faire du bon blé, du bon fric, mais malgré ça, toujours trouver un moyen, malgré ça, de t'autodétruire. Tu vois, et dans ces 2 lignes, il résume un petit peu la société américaine et la maladie de la société américaine. Et donc c'est ça, c'est une superposition d'images. C'est le truc de Dream On, pour moi, le côté lyrique de Doom. Est-ce qu'on aborde le fait que l'envolée des prix du merch et de tout ce qui se passe actuellement sur eBay, Discog, et des mecs qui du jour au lendemain décident qu'il faut avoir le catalogue et acheter tous les disques de MF Doom? Bien sûr, parce que c'est vrai que c'est assez frappant. Il s'avère qu'on était chez un disquaire le 2 janvier. Qu'on ne va pas citer, mais qui va se reconnaître s'il écoute. Voilà, que nous aimons beaucoup. Et d'ailleurs, il avait un grand sourire ce matin-là, parce qu'il savait qu'il allait passer une bonne journée. Mais sauf qu'on n'était pas à milieu de penser que ça allait être
aussi dingue et aussi rapide. Ça veut dire que genre, les prix ont augmenté entre 10h du matin et 14h de l'après-midi, quoi. Enfin, entre 10h et 14h, les prix ont augmenté. C'était dingue. Que ce soit une statuette MF Doom ou même ses disques. Ah ouais, bon, pour moi, c'est normal. Ouais, ça ne me surprend pas non plus. Ça s'explique par deux choses très simples. Un, c'est le côté culte, fétichiste de l'image de Doom. Numéro 1. Et numéro 2, c'est offre et demande. Quant à la combinaison de ces deux, c'est bingo. Je veux dire, là maintenant, comme on a dit, ceux qui l'aiment vont l'aimer encore plus. Ceux qui étaient fous de lui vont garder leur... Comme Joël, tout à l'heure, il disait, ils vont mettre de l'encens autour de ces objets. Et puis ceux qui le découvrent vont vouloir, tu vois, puis après, tu as les opportunistes. Donc, pour moi, c'est absolument normal, il ne faut pas s'offusquer de ces trucs. Et même, j'ai lu quelque part qu'en fait, Doom serait très content de savoir ce qui se passe là, même s'il n'y a aucun fric va à sa famille. Bien sûr qu'il préférait qu'il y ait de l'argent qui aille à sa famille. Mais ça pourrait être des rééditions. Mais en tant que super villain, il kifferait à fond le fait que des gens se font du fric comme ça sur son merch à lui. Ça fait partie du côté villain, tu vois, côté méchant, côté vilain, côté sale un peu. D'être un opportuniste et puis de vendre ses objets à des prix comme ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop s'en offusquer. Alors après, évidemment, tu as les gros opportunistes qui n'ont jamais aimé ça puis qui achètent ça pour revendre. C'est ça le plus surprenant, parce que c'est très actuel, l'envolée des prix. On voit ce qui se passe avec les drops exclusifs, que ce soit maintenant en matière de musique, avec Griselda et tout ça, ou bien même avant, dans le monde de la sneaker. C'est des jeunes qui ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire et puis qui mettent la main avec des bots sur tout ce qui sort très vite et c'est sold out, donc ils vont voler des prix. Ça, c'est compréhensible, surtout le merch et sur le net. Ce qui est peut-être plus bizarre, c'est que notre pote qui a le magasin, justement, témoigne et nous dit « Je vois des mecs de Genève venir chercher du MF Doom qui n'ont jamais mis le pied chez moi. Donc, ils clairement, s'ils sont ou intéressés, mais d'une autre manière, ça, sans acheter des disques. Voilà. Mais ça aussi, c'est normal, je pense. Bon. C'est ça qui était plus déplorable, surprenant. mais c'est normal. C'est de voir des mecs qui n'écoutaient pas MF Doom, qui d'un seul coup, il me faut les albums. Et je m'y intéresse juste parce qu'il est mort. Et ça, c'est dommage, parce que le mec méritait qu'on s'y intéresse et qu'on le connaisse depuis la fin des années 90. Ouais, mais bon, moi, je dirais à ce moment-là, tant mieux aussi. Parce que plutôt que passer à côté, la mort fait que le mec, il y va. Il y va pas forcément dans un délire de se dire je vais prendre son disque et je vais le mettre sur eBay directement. Ça, ce serait sale. Mais... Il y en a qui font ça. Hein. Ouais, bon, voilà. C'est déplorable, mais ça arrive. Ouais. Yo. Petite correction par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, ouais. qui est en lien avec ce qu'on parle aujourd'hui. Ces collabs avec la nouvelle génération, il est considéré comme le grand-père de Griselda en termes sonores, en termes sonically, parce qu'en fait, ces loops tout simples, sans forcément poser un beat dessus, et puis très cinématographique, c'est un peu la manière de produire des Rocky Marciano et de toute la génération Griselda. Et d'ailleurs, sa collaboration avec West Side Gun, qui s'appelle West Side Doom, est un 12-inch, donc un maxi single, qui se vend aujourd'hui à 700 balles l'unité. Ouais. Après, je les ai pas mis eux parce que j'ai pas l'impression qu'ils sont jeunes, ces mecs. West Side Gun quand même. Peut-être Conway, les grands frères, il a... Non, ils ont la trentaine, les mecs, quand même. Ouais, tu vois. Moi, je pensais à Toi, tu parlais des Millennials. Ouais, c'est ça. Tu vois. Non, avec les Millennials, non. Mais je pense que quand même, tu peux considérer West Side comme faisant partie de ce qui est courant. Par rapport à lui, oui. Ouais, exactement. Oui, ok. Et du coup, lui, il sait être à jour au niveau de son... tu vois. Après, West Side Gun, c'est quand même particulier parce que c'est un format d'écriture très spécifique aussi et du coup qui correspond assez bien naturellement à ce que peut proposer Doom. Donc c'est logique qu'ils se retrouvent les deux et le fait qu'il y ait 20 ans d'écart entre les deux personnes, ça pose pas de problème en vrai. Ça aurait été intéressant, je sais pas, que ce soit un jeune rappeur d'Atlanta pour lequel tout d'un coup il flash et si tu veux parler d'un jeune rappeur d'Atlanta, peut-être comment il s'appelle, Dumb God, pas Ice Lord, mais l'autre, j'ai oublié son nom, mais il est dans cette veine fly shit de Dirty Loops,
Ouais. Et c'est un mec qui a à peine la vingtaine et qui a créé aussi une espèce de mythe autour de sa personne. Il évolue avec un autre rappeur qui s'appelle Makomi, qui est masqué aussi tout le temps. Le nom va me revenir. Et il y a quand même une scène aujourd'hui de jeunes rappeurs émergents qui partent dans ce mouvement. Qui part dans cette direction, Ouais. du loop. Mais là où il y a un parallèle, c'est vraiment les Dirty Loops. Ouais. Minimaliste. Après, au niveau contenu, lyrical et tout ça, on est C'est plus plus dans rock la marseillais. drogue, dans la rue. Ouais, ouais. Les garçons de rue. Ouais. Alors que peut-être que MF était plus un mec qui restait chez lui, lire des bouquins, regarder des trucs, était moins au corner en train de sling et de faire des dice games. Et, mais Bobito, il est pas chaud de faire des rééditions. Ça peut aussi. Je pense pas que ça l'intéresse. Je pense qu'il est passé à autre chose. C'est Ouais, mais marrant ça parce que ramènerait plus d'argent à la famille que. quand j'ai voulu faire le jingle de son post-promo pour sa venue ici pour notre festival, j'avais mis Rhymes Like Dimes, puis il m'a dit non mec, mais pas ça c'est le passé. Mais ça, puis il m'avait proposé un morceau actuel. En ce moment, il est vachement dans ses projets avec le M19's Band, là, le groupe qu'il a formé avec Stretch. D'ailleurs, tout l'album Operation Doomsday, c'est enregistré, c'est Stretch, C'est ça. chez lui. Et donc, ouais, je pense pas que Bobito, il est très chaud en ce moment de faire de la réédition. Mais on est d'accord que Il est passé à autre chose. c'est donc Bobito qui a les droits de rééditer ou non les albums de Doom ou c'est la famille de Doom? Je pense que c'est la famille de Doom parce que, comme je te disais, les contrats que Bobito faisait à l'époque étaient des contrats qui étaient très favorables aux artistes. Ouais, Il y a mais un une gros une pourcentage coprod, pour c'est les des gens. coprods, 50-50. C'est... Ouais. Si Mais c'est je une pense, coprod, je pense qu'il lui a laissé ses masters parce que justement Black Bastards était d'abord sorti chez Bobito sous une forme de label blanc. Et puis après, ils ont finalement réussi à le refourguer à une autre boîte un autre label qui l'a finalement sorti comme, comme à l'état à lequel il devait sortir chez Elektra. Donc avec la cover qu'il fallait, avec les titres qu'il fallait. Donc je pense qu'il lui avait laissé ses masters et ses droits parce que pour lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment sur le moment de sortir des albums de qualité ou des EP de qualité ou des 12-inch de qualité. Mais toi, Nick, t'en penses quoi, genre, entre le choix de rééditer et puis du coup refaire que ce soit plus des pièces uniques qui se vendent à je sais pas combien sur eBay? S'il fallait le faire, c'est clairement maintenant. Et si c'était pour faire bénéficier la famille, ça serait noble et bien. Je comprends que Bobito soit à un moment dans sa vie où il ne veut pas dwell on the past, mais il est sur d'autres trucs. Mais ça a été réédité. Hein. Operation Doomsday a été réédité, Ouais. mais ça a été réédité par le management de Doom. Mais en même temps, il n'a pas la main mise sur le catalogue. Il n'y a pas énormément de projets qui étaient sur Fondolem. Ça a vite basculé chez Nature Ouais, Sound. Il y a eu plein de... Fondolem n'a pas été l'investigateur de tous les albums qui ont suivi. La réémergence, et puis très vite, c'est parti sur d'autres labels. Ouais. Et puis ça, Doom et sa famille en ont bénéficié et vont continuer à en bénéficier. Ceux dont ils ne vont pas bénéficier, c'est tout le dark web et toutes les reventes qui se font au marché noir dont on parlait tout à l'heure. Ça, clairement, à moins que tu aies un illuminé qui vende la figurine Avalanche pour 1500 balles et puis que sur ces 1500 balles, il reverse 700 $, à Jasmine, la femme de Doom. Mais Tu peux t'y attendre que dans les 6 prochains mois, il y ait certains de ces albums qui soient repressés. Bon, ça Ouais. va probablement arriver. Ouais, ça, je pense que ça a été repressé. Mais donc, par rapport à l'époque Fondolem, je pense que Bobito avait tout donné en termes de droit. Ok, à la je comprends famille. maintenant. Moi, j'ai envie de vous poser, pour terminer peut-être, une petite question un peu plus imaginaire comme ça. Pour toi, Nico, quel est le parfait scénario pour écouter du Doom? J'aime bien Doom dans la voiture. J'aime bien Doom en vinyle, assis derrière mes wheels, presque dans l'obscurité avec un casque. Mais pas en écoutant un album entier, en faisant une selecta et en écoutant que les morceaux qui me touchent vraiment, ou en son laid back pour conduire la voiture. Toi, Thibaut, Ouais, sur la route, mais peut-être en marchant aussi.
C'est le soir. Midnight Ouais, and You. Midnight and You, ouais. Ouais, je sais pas, mec. C'est tellement stylé, mec. Doom Franchement, fait partie de ces trucs où encore aujourd'hui, quand j'ai des albums, et je dis c'est typiquement l'album, putain, faut que je le presse en cassette et que je rechoppe un Walkman parce que c'est le genre de musique que je vais écouter dans mon casque. Et comme j'écoute pas de musique dans mon téléphone, ouais. j'ai pas accès à de la musique quand je suis dehors en train de marcher. C'est ou ma voiture, ou mes wheels, à la maison dans le salon, l'un ou l'autre. Et il y a beaucoup de trucs, je me dis, il faut que je sorte avec, que je l'ai dans ma poche. Doom, c'est le genre de truc, tu as envie de l'avoir en cassette. Et Le en Walkman, cassette. la doudoune, et tu traverses la ville, t'es chaud. Et puis l'avoir sur bande, je pense que c'est cool aussi. Je pense que ce son, il est fait aussi. Sur cassette, ouais. Ouais, pour être sur cassette. Yannick, moi, je vais vous dire un truc très intime et très personnel. Doom, pour moi, c'est le mec que quand j'ai envie de penser à mon frère que j'ai perdu aussi aux alentours de ces eaux-là, dans les années 90, ce qui fait vraiment l'identification en fait avec ce qui lui est arrivé. C'est un traumatisme que quand tu l'as, quand t'as 20 piges comme ça, c'est un truc qui te fait une déflagration éternelle, quoi. Malheureusement, mais heureusement aussi. Moi, j'ai un souvenir de mon frère qui me fait toujours penser au morceau de Shadé, Kiss of Life. Alors que Kiss of Life est vraiment dédié à deux amoureux, tu vois, mais la dernière étreinte que j'ai eue avec mon frère était enfin, chaque fois que j'entends Kiss of Life, je me rappelle de ce moment-là. Et pour moi, ce morceau, il rouvre toutes les plaies, mais d'une belle manière. Il y a quelque chose de tellement profond, émotionnellement et sentimentalement. Dans la musique de Doom, tu sens tellement l'âme d'une souffrance particulière que moi, quand j'écoute ce morceau, avec le sample de Shadé, c'est une émotion incomparable. Incomparable. C'était mon scénario à moi de la plus belle expérience d'écoute de Doom. Ok, merci Omar. Je crois qu'on peut Voilà, terminer là-dessus. on termine sur une note un peu triste. Mais j'espère qu'on a fait un peu la lumière sur le personnage mystérieux qu'était Doom, pour ceux qui n'étaient pas familiers avec son catalogue musical, d'où il vient. Et puis même pour les fans et ceux qui l'aiment, j'espère qu'ils auront apprécié. Ils auront apprécié ce moment de rap science. Exactement. Émission pilote. Merci Nico. Merci Plaisir. Thibaut. Merci Omar. Merci. À tous. Peace. Peace.